Yo les archers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour une vidéo un peu différente de d'habitude. En fait, pas tant que ça, on l'a fait un peu tous les ans. C'est mon petit récap de l'Eurovision. Je l'avais déjà fait en 2024 et l'année dernière en 2025. Mais c'était des formats un peu différents. En 2024 et en 2025, j'avais fait un récap. En gros, j'avais décrit un petit peu toutes les chansons qui avaient participé, leurs résultats et des petits fun facts dessus aussi, pourquoi pas. Ça va pas être le cas cette vidéo parce que j'ai d'autres choses plus importantes à te dire. Je compte surtout m'attarder sur globalement deux pays. Après, évidemment, on va pas parler que de eux. Il y a huit pays en tout dont j'ai envie de parler. On va dire plutôt quatre en positif et quatre en négatif, globalement. Et après, je vais aussi vous parler de la ville qui a organisé le concours, donc Vienne, un peu ce qui s'est passé en gros le concours en général, et du futur du concours à la fin de la vidéo, parce que c'est pas garanti de ce qui va se passer l'année prochaine et les années à suivre. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais du coup, je vais plutôt commencer par vous parler des pays, de trois des quatre pays euh, sur lesquels j'ai des choses positives à dire. On va commencer par ça. J'ai choisi les huit pays qui m'ont semblé les plus importants à ce concours. Enfin, peut-être pas les huit, peut-être plutôt sept d'entre eux, on va dire. Il y en a un vraiment qui servait à rien, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que représente quand même quelque chose d'assez gros et d'assez grave pour le concours. Donc j'avais quand même envie d'en parler. Voilà, mais sinon du coup, je vous propose de directement commencer par. J'ai fait en sorte que ce soit du moins signifiant au plus signifiant dans l'ordre des pays et aussi dans l'ordre général de la vidéo, que ça aille de moins important à plus important, comme ça il y a un peu de suspense. Et du coup, on va directement commencer par les pays qui ont participé, un peu décrire leurs chansons, leurs performances, leurs résultats, leurs points, et d'autres petits fun facts si jamais. Donc, on va commencer directement par l'Australie. C'était Delta Goodrem avec Eclipse. Alors, il faut savoir que Delta Goodrem, je pense que c'était clairement la meilleure chanteuse de l'année. Il y a aucun doute là-dessus parce que oui, j'ai regardé le concours, j'ai regardé les trucs en live et je peux vous dire que c'était pas de tourpeau, c'était assez stressant à certains moments pour des raisons que je mentionnerai plus tard. Cette chanson m'a pas trop stressé parce que en soi, c'était assez évident que l'Australie n'allait jamais gagner. Pourquoi? Parce que justement c'est l'Australie et le public a en général un peu de mal à engager avec l'Australie justement parce que c'est pas en Europe. Et du coup ils se disent pourquoi voter pour un pays qui n'est même pas en Europe, c'est pas logique. Et je comprends tout à fait cet argument. Ça n'empêche que moi je trouve que l'Australie envoie régulièrement des chansons qui sont très très bien, très appréciables, et notamment celle-là, Eclipse, je trouve que c'est une très très belle chanson. Un peu simple, un peu classique, un peu daté même, ça fait un peu années 90-2000. Et il y a aussi un remix qui est sorti de la chanson, mais qui est absolument atroce. Je vous conseille pas du tout de l'écouter. Euh, donc voilà, je pense vraiment que l'Australie a sa place dans le concours. Après, pourquoi ils sont là, c'est une autre histoire. C'est un peu comment l'expliquer. Je crois que j'en avais déjà parlé en plus précédemment. Allez voir mes autres vidéos Eurovision qui vont s'afficher juste ici. Mais ouais, du coup, l'Australie, Delta Goodrem, c'était la deuxième préférée des probas avec 21% de chances de gagner. 21% de chance, c'est pas mal. Il y a déjà eu des gagnants des probas qui étaient bien en dessous de 21%. Je pense notamment à la Bulgarie en 2020, qui était à 12% de chances de gagner. Au final, on ne fera jamais qui aurait gagné cette année-là parce que le concours ne s'est jamais passé. Perso, j'aurais misé sur l'Islande, mais ça n'a rien à voir. Donc, deuxième préféré des probas, franchement, c'est loin d'être mauvais. Il y a également beaucoup de pays qui ont gagné le concours en étant deuxième préféré des probas. Exemple le plus logique, l'Autriche l'année dernière, JJ avec Wasted Love. Deuxième des probas, à peu près le même pourcentage, je crois, hein, avait gagné le concours. Bon, c'est pas ce qui s'est passé pour l'Australie cette année. Du coup, ouais, parce que j'écris mes trucs par note au lieu d'écrire tout le texte comme j'ai fait d'habitude. Là, j'ai écrit après chanson simple avec chanteuse et performance incroyable. Oui, voilà, j'en ai déjà parlé. C'était la préférée pour gagner les jurys, le vote des jurys, ce qui est assez logique, évidemment. C'est pas vraiment la chanson qui compte pour les jurys, surtout la voix, la performance, et puis aussi un peu l'originalité, certes, mais bon. Et au final, peut-être que c'est ça qui a pénalisé l'Australie, parce qu'au final, elle n'a pas gagné la voix des jurys, elle a fini deuxième, ce qui est franchement quand même pas mal.
Et voilà. Et en tout, l'Australie a fini, roulement de tambour, quatrième avec 287 points. 287 points, très respectable, bien sûr. Tu peux pas gagner l'Eurovision. Avec 287 points, c'est clair que non. Euh, je trouve que c'est quand même assez respectable. 287 points. Pour un pays comme l'Australie qui n'est même pas européen, franchement, je trouve que c'est assez respectable. Bon. Il y a un autre pays non européen qui a fini bien plus haut dans le classement que quatrième et on en parlera plus tard de ce pays. Mais pour l'instant, je vous propose de passer à notre deuxième pays sur lequel j'ai aussi quasi que des choses positives à dire au final. Enfin, même pas quasi, en fait, j'ai que des choses positives à dire. Mais là, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a un peu de drama autour de ces chansons. En fait, l'Australie, c'est la seule chanson que j'ai inclus et qui n'avait pas vraiment de drama. C'est juste que je voulais inclure quand même toutes les chansons qui étaient dans le top 3 préférées des probas et toutes les chansons qui ont fini dans le vrai top 3. Du coup, voilà. Sinon, franchement, je pense que j'aurais même pas inclus le pays duquel je vais parler, pardon, et j'aurais pas inclus l'Australie non plus. C'est pas un pays ultra intéressant, mais bon, top 3 dans les probas, je me suis dit c'est quand même assez notable pour que je les mette dans cette vidéo. On va juste commencer par eux, comme ça c'est fait. Et le pays dont on va parler maintenant, c'est peut-être le deuxième moins intéressant de cette vidéo, mais il y a quand même un petit drama autour, donc c'est assez intéressant. Je vais vous parler de la Roumanie, Alexandra Capitanescu avec Choke Me. Et s'il y a déjà un truc qui vous choque à propos du titre, c'est le but de cette drama. Mais d'abord, je tiens du coup à... Vous avez vu l'extrait. C'est une chanson très rock avec une chanteuse très 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 convaincante sur scène. Elle rend la chanson vivante, je trouve vraiment. Je pense que si ça n'avait pas été Alexandra qui chantait cette chanson, elle aurait pas fini là où elle a fini. Je vous dirai plus tard. Mais voilà, c'est fantastique. Euh, J'ai noté dans mes notes meilleure mise en scène de l'année. Ouais. Je suis toujours d'accord avec moi de ce matin. Oui, je pense que c'est la meilleure mise en scène de cette année. Il y en avait d'autres que j'ai beaucoup aimé et qui ne sont pas dans cette vidéo, donc je peux en parler. La Tchéquie, Daniel Žižka avec Crossroads, j'ai beaucoup aimé la performance. Je ne mettrai pas d'image parce que mon PC ne va pas supporter de mettre autant d'images, mais voilà. Il y avait plein de miroirs, c'était très stylé. Je vous conseille d'aller regarder la performance. En plus, si vous aimez les chansons un peu lentes et mystérieuses, je pense que vous aimez la chanson, c'est la Tchéquie. Et sinon, en termes de performance impressionnante, il y avait qui d'autre? Non, c'est après tout. Il y avait pas énormément de performances waouh. Peut-être la Lituanie a fait quelque chose d'assez original, on va dire. Lion Sika avec Solo qui ramasse. Si la Pologne a fait quelque chose de bien aussi, Alicia avec, j'allais dire Solo, pas du tout, avec Trey. Une très belle chanson gospel. Je vais pas mettre des extraits de toutes ces chansons, vraiment vous allez les chercher vous-même parce que vous êtes grand et vous êtes intelligent. Donc, la Roumanie, je pense que c'était une mise en scène qui les a vraiment poussés très haut dans le classement. Encore une fois, je vais pas vous dire où ils ont fini parce que c'est pour plus tard, mais je pense clairement qu'ils auraient pas, peut-être même pas fini dans le top 10 au final s'il n'y avait pas eu cette performance aussi incroyable. Donc, bravo à eux, clairement. Ça n'empêche qu'il y avait une polémique pardon, autour des paroles de la chanson. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne parlent pas anglais, choke me, ça veut bien dire étrangle-moi. Voilà. Je pensais pas dire ça dans une vidéo un jour, mais voilà, c'est un titre très provocateur, des paroles même assez provocatrices en général, dans le refrain notamment. On pourrait croire que c'est du BDSM, on pourrait croire que c'est des paroles oui, enfin des paroles masochistes. Euh, c'est pas ça. Autant vous dire de suite, Alexandra Capitanescu elle-même a confirmé que ce n'est pas ça. D'ailleurs, Alexandra Capitanescu, c'est certes le nom de la chanteuse, mais c'est aussi le nom de tout le groupe qui est sur scène. C'est le nom du groupe entier. Ils ont juste pris le nom de la chanteuse, un peu égoïste, égocentré plutôt. Bon, c'est pas grave. Bref, donc Alexandra elle-même a bel et bien dit que les paroles ne parlaient pas du tout de BDSM ou de masochisme. À la place, ce serait une sorte de métaphore pour la manière dont peuvent être traitées les femmes dans une relation toxique, enfin les femmes ou n'importe qui d'ailleurs, dans une relation toxique, abusive. Voilà. Et en gros, si j'interprète bien le message, c'est un peu style syndrome de Stockholm, dans le côté où t'es en mode étrangle-moi, fais ce que tu veux de moi. En gros, je me dénigre parce que toi tu me trouves pas assez bien et du coup je deviens ce que tu veux.
que je sois en gros. C'est comme ça que j'interprète son interprétation des paroles. J'ai pas tout compris à ce qu'elle a dit, mais en gros, faut juste se dire que faut pas prêter attention aux paroles, c'est tout. Faut pas y prêter attention. Je pense premier degré que elle est venue à la fin, ils sont venus à la finale nationale roumaine en mode un peu blague, en mode un peu ouais, on va faire une chanson rock, mais on va dire étrangle-moi tout ça. Et ils s'attendaient pas à gagner. Problème, c'est que déjà leur chanson était incroyablement bien. On va pas se mentir, j'aime beaucoup cette chanson, elle est dans mon top 3 cette année. Mais aussi la compétition à la finale roumaine était un peu désirable, on va dire. Donc ils ont gagné facilement. Je pense qu'ils s'y attendaient peut-être pas. S'il faut, ils se sont vraiment dit, tiens, on va faire un peu une blague, on va entrer dans ce truc qui s'appelle Choke Me. Et ils ont gagné, au final. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'une chanson aussi provocatrice gagne, surtout que la finale nationale de la Roumanie, petit fun fact, c'était une finale nationale 100% jury. C'est-à-dire que c'est que des jurys professionnels roumains qui ont choisi la chanson. Ils ont choisi une chanson qui s'appelle Choke Me. Autant vous dire que elle a pas aussi bien marché avec les jurys à l'Eurovision, cette chanson. Pour des raisons assez évidentes, je pense. C'était n'empêche la sixième préférée des probas pour gagner avec 3% de chance de gagner un tout. Ce qui pour un pays comme la Roumanie qui n'a jamais gagné l'Eurovision, je tiens à préciser, est franchement bien. En tout, elle a fini troisième avec 296 points. Encore une fois, énorme. Tu peux pas gagner l'Eurovision avec ça non plus. Mais clairement, même la deuxième place a reçu un score avec lequel tu ne peux pas gagner l'Eurovision. Donc, autant dire que c'était une victoire assez, comment dire, assez avancé, enfin assez clair d'un certain pays. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc 3% de chance de gagner, du coup elle a fini troisième, 296 points. C'est le meilleur résultat de la Roumanie à l'Eurovision, ex aequo avec les années 2005. Je vais essayer de trouver le nom. Luminitsa Angel avec Let Me Try et 2010 Paula Seling et Ovi avec Playing with Fire. Donc en tout, un plutôt bon résultat, sachant que la Roumanie est de retour après 2 ans d'absence, après avoir complètement flop avec Théodore André et son DJT, et plutôt grâce au diffuseur roumain TVR, qui l'ont absolument abandonné sur scène et qui lui ont donné un budget de 75 euros pour faire sa performance. 75 euros. Je tiens à préciser que le dixième pays avec le plus gros budget cette année, je sais plus quel pays c'était, mais a dépensé 110 000 euros dans leur performance. Et c'était que le dixième pays à avoir le plus dépensé dans leur performance. Non, pardon, 80 000 euros, je crois plutôt. 90 000, pardon. 90 000 euros. La Roumanie lui a donné à Théodore Andrei 75 euros. 75. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est pas si grave, ils sont de retour, ils ont mieux traité Alexandre Kapitanescu, en tout cas j'espère, tous les membres, pardon. Et voilà. Et maintenant, on va passer à un pays sur lequel je suis un peu plus réticent. C'est mi-bien, mi-mauvais ce que je vais dire, je sais pas trop. Mais je me devais de le mettre ici parce que ça méritait pas d'être plus loin. J'avais quand même envie de parler, même si c'était ni dans le top 3 des probables, ni dans le top 3 final de l'Eurovision. J'avais quand même envie de parler parce que it's my pays, en fait, c'est mon pays. Enfin, c'est le pays de beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Je pense que c'est la France, j'avais quand même envie d'en parler, parce que voilà, on est chauvin, tout ça. Du coup, je vais forcément vous passer un extrait de la musique. Si vous ne l'avez pas déjà beaucoup trop entendu sur France 2, France 3, France 4, France 14 à la télé, c'est Monroe avec Regarde. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te boudoir. Euh... Voilà. Alors, si j'étais Stéphane Bern, je vous dirais que c'était absolument fantastique, que c'était une performance incroyable, avec beaucoup de messages derrière, et que c'était une chanteuse absolument formidable. Ça, je le redis quand même, même si je ne suis pas Stéphane Bern. Parce que justement, je ne suis pas Stéphane Bern, donc je ne vais pas dire toutes ces choses, à part du coup que c'est une chanteuse incroyable. Oui. Oui, c'est une chanteuse formidable, Monroe. Elle a 17 ans. Elle sait faire des notes comme ça, absolument incroyables, devant des centaines de milliers de personnes. C'est impressionnant. Oui, c'est incroyable. Je suis d'accord, Stéphane Bern. La chanson en elle-même, par contre, je suis désolé, mais c'est qui s'est dit, tiens, Monroe, on va lui donner une chanson de merde. Comme ça, elle gagne pas. En fait, c'est pas ça que RTF. Quoi? C'est quoi notre diffuseur déjà? FTV. France TV, je pense que c'est pas ça qu'ils se sont dit en donnant cette chanson. Je pense qu'ils se sont juste dit, tiens, 2024, qui c'est qui a gagné? C'est la Suisse avec une chanson opéra.
tiens, 2025, c'est qui a gagné? C'est l'Autriche avec une chanson opéra. Et on va envoyer une chanson opéra. La différence, c'est que en 2024, il y avait les paroles qui allaient avec, il y avait une histoire derrière cette chanson qui était absolument fantastique, très très belle parole de Nemo, et il y avait l'émotion sur scène. Il portrait très 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 bien ses émotions. On voyait, on comprenait toutes les émotions qu'il sentait. 2025, JJ, performance incroyable, magistrale de la part de Sergio Raen. Euh, Fantastique, digne d'un film au final, digne de Hollywood. C'était magnifique, c'était captivant, et il y avait aussi une storyline derrière cette chanson. Regarde, la performance était vide, il y avait vraiment pas grand chose. L'histoire, il y en avait pas. Elle parlait juste de Paris et de l'amour, de la vie, de tout ça. Bah, c'est bien, c'est beau, on est à Paris, on aime ça. J'ai l'impression que tous les chansons de la France, tous les ans on parle que de Paris, ça m'énerve. Bref, elle parlait de Paris. Et certes, elle avait une voix, mais elle n'avait aucune émotion quand elle chantait. Tout était chorégraphié, chorégraphié, je sais pas si c'est un verbe, mais au maximum. Monroe et ses danseuses étaient des robots. Elle n'avait pas de liberté sur scène, à part le moment, la seule petite seconde où Monroe a fait un petit clin d'œil à la caméra. C'est le seul moment où elle a un peu brisé son personnage pour, enfin, elle a brisé le quatrième mur. Sinon, c'était, je sais même pas comment dire, c'était chorégraphié, mais à mort. Enfin, clairement, c'était pas le cas de JJ. On pouvait bien voir que ses mouvements étaient fluides et naturels. Nemo, pareil, il faisait un peu ce qui lui plaisait sur scène. Il faisait des trucs risqués, improbables. Par exemple, être à moitié, enfin être debout, mais à moitié sur une plateforme et à moitié dans le vide, une plateforme qui tourne d'ailleurs. Ça, c'était impressionnant. JJ qui est sur un bateau et qui fait des gestes absolument aléatoires, enfin complètement imprévisibles. Ça, c'est impressionnant. Monroe qui fait chute devant la caméra et puis qui se retourne pour faire une chorégraphie, pardon, avec toutes ces danseuses, tout à la fois, tout en même temps, tout pareil, tout en blanc, tout avec de la fumée, tout ça. Ben, on n'a pas envie de voter pour ça. On n'a juste pas envie de regarder ça. On est là à Eurovision pour regarder des trucs originaux, des trucs qui dépassent les limites, qui dépassent les codes. Et ça, c'est bien dans les limites et bien dans les codes, et c'est bien chiant, je suis désolé. C'est une chanson que j'aime bien, en plus j'aime bien, regarde, oui, c'est sympa et tout. Les paroles sont nulles, mais ça sonne bien. Ça n'empêche que c'est du copier-coller de The Code et de Wasted Love, mais sans aucune vie. Ils ont pris toute l'âme des deux chansons qu'ils ont copiées et ils ont envoyé ça à l'Eurovision. Voilà. Monroe, en plus, la chanteuse la plus jeune de l'année, 17 ans, ben c'est un peu triste, quoi. Ce qui explique pourquoi elle n'était que dixième préférée des probas, c'est quand même bien, mais bon, c'est juste parce que certes la chanson était un peu, pouvait plaire au jury, j'imagine. Dixième préféré des probas avec 1% de chance de gagner, c'est pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a jamais eu de pays qui a gagné à 1% de chance de gagner. Troisième préféré pour gagner le vote des jurys, avec 9% de chance de gagner. Au final, elle a fini quatrième avec eux et 11e en tout avec 158 points. C'est pas ridicule. Tant que t'as au-dessus de 100 points, l'Eurovision, c'est pas ridicule. Même en dessous, tant que t'as au moins un point, c'est pas ridicule. Euh, et heureusement, cette année, il y avait personne qui avait fini à 0 point. On a failli, vraiment, on a failli, on était à ça avec le Royaume-Uni, Look Mum No Computer et Eins Zwei Drei. Ça ne s'est pas passé, heureusement. Ça aurait été triste. Mais ouais, 158 points à 17 ans, c'est pas ridicule. Dans les années récentes, on a aussi eu d'autres mineurs. Je pense notamment à Victor Vernikos en 2023 pour la Grèce qui ne s'était pas qualifié, et Silia Kapsis pour Chypre en 2024 qui avait fini 15e. Ben ça, certes, ça peut être un peu décevant, je veux bien le concevoir. Notamment la non-qualification de Victor. Mais pour Cilia, oui, 15e c'est bien, 11e c'est mieux. Mais elle n'a pas gagné, elle nous a pas fait un Sandra Kim en étant une chanteuse incroyablement jeune pour gagner l'Eurovision. Donc, pour moi, c'est un résultat, je dirais pas qu'il me déçoit, je dirais plutôt qu'il me convient ce résultat, parce que je pense qu'il y en avait fini top 10 encore pour la troisième année d'affilée top 10, mais cette fois-ci avec une chanson qui n'est absolument pas originale. Et je dis pas que Maman ou Mon Amour étaient très originaux. C'était des chansons qui étaient mieux, clairement mieux, avec plus de vie, avec des meilleurs messages derrière et tout.
mais ça n'empêche que leurs performances étaient tout aussi chorégraphiées, tout aussi calculées, précisées, et c'était tout autant des chansons qui étaient fabriquées dans un laboratoire pour gagner, et c'est pas ce qu'on veut. Clairement, autant je veux bien que Wasted Love l'année dernière, certes, c'est très probablement une chanson qui a été faite dans un laboratoire pour gagner le concours. Comme Tattoo en 2023, je pense, mais l'Italie en 2021, ils ont fait cette chanson juste pour le fun, ils se sont pas dit qu'ils gagneraient. L'Ukraine en 2022, pareil, ils ont fait cette chanson juste parce qu'ils se sont dit qu'elle est cool, mais ils penseraient pas gagner. Bon, c'était un peu sûr à la fin, mais ils ont fait cette chanson avant la guerre, donc ils pensaient pas gagner. Euh, la Suisse en 2024, c'était une chanson spontanée, une chanson très belle, certes très Eurovision, mais on n'a jamais eu un gagnant de l'Eurovision tel que cette chanson, donc je pense que Nemo ne pensait pas gagner non plus. Et cette année, on a aussi eu une chanson qui a gagné, et on n'avait jamais eu de chanson comme ça qui a gagné. Donc c'est vraiment une chanson qui a défait toutes les normes et ça a très bien payé pour elle au final. Donc voilà, c'est ce genre de chanson qui gagne l'Eurovision, pas les trucs où on va sur ChatGPT, on dit écris-moi une chanson qui va gagner l'Eurovision et ils te sortent les trucs les plus clichés des années 90. Tu sais pas pourquoi ils te donnent ça, mais ok, vas-y, on va envoyer ça et on va finir quatrième ou septième ou onzième ou des résultats comme ça du côté gauche du classement. On va s'en contenter. On va même pas essayer de rentrer dans le top 3, mais on va aussi pas essayer de partir sur le côté droit du classement, ça serait un peu con. On va se contenter avec ces résultats assez moyens et qui commencent à devenir un peu décevants pour le peuple français, je pense. Ça explique aussi pourquoi, je pense, tout le monde en France déteste l'Eurovision. On va pas se mentir, je connais pas une seule personne IRL qui aime bien l'Eurovision, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc, clairement, ça y joue. Je pense vraiment que, et c'est pas la faute de Monroe, c'est pas la faute de Louane et c'est pas la faute de Slimane. C'est la faute à personne. Mais, enfin, si, c'est la faute à France TV du coup, mais voilà, on peut rien y faire. De toute façon, je pense qu'ils vont pas changer maintenant. Je pense qu'ils vont juste se dire, ah tiens, la chanson qui a gagné cette année, elle est comme ça, ben du coup, on va faire pareil l'année prochaine. Sauf qu'en fait, les trends, elles changent tous les ans. Sauf l'année dernière, oui, c'est une chanson opéra qui a gagné, mais si tu prends en compte le fait que l'année dernière, c'était une balade et que en 2024, c'était une chanson opéra, certes, mais c'était aussi une chanson drum and bass et rap, c'est pas du tout les mêmes chansons. Enfin, moi, je vois complètement la différence. Et je dirais même honnêtement que je préfère un tout petit peu Wasted Love euh, au son, à l'oreille. Après, en termes de message, The Code est mille fois meilleur, évidemment. Enfin bref, j'ai passé beaucoup trop de temps sur la France. Ça me déçoit juste qu'on prenne l'Eurovision aussi peu au sérieux et que tous les ans, Stéphane Bern et peu importe qui c'est l'autre commentateur ou commentatrice, que ce soit Laurence Boccolini ou l'ex-Miss France, je sais plus comment elle s'appelle là, Camille quelque chose, Camille Serre, oui Camille Serre. Euh, en fait ça me rend triste que tous les ans ils disent ah oui peut-être que cette année on a une chance de gagner alors qu'au fond ils savent qu'on va pas gagner, ils savent que c'est pas une chanson assez compétitive pour gagner, c'est une chanson compétitive pour finir quatrième ou septième ou onzième ou plus bas ou plus entre les deux, mais c'est pas une chanson pour gagner, c'est même pas une chanson pour aller dans le top 3. La seule exception c'était Barbara Pravi en 2021 avec Voilà, mais là c'était vraiment juste une perle qu'on a dénichée au beau milieu de nulle part, personne la connaissait. Et c'est aussi ça, je pense, le truc, c'est qu'en fait, on voit tout le temps des gens connus, comme si ça allait faire quelque chose pour le reste des Européens. Nous, quand on s'est dit, ah tiens, c'est Slimane qui nous représente trop cool, il est connu. Ah tiens, c'est Louane qui nous représente trop cool, il est connu. C'est Monroe qui nous représente, elle est pas connue, mais on la connaît de nom quand même. Enfin, elle est assez, on a déjà entendu parler d'elle, c'est déjà bien. Oui, mais non, le reste de l'Europe s'en fout de ça en fait. Si c'était un concours de popularité, autant dire que Bonnie Tyler aurait gagné pour le Royaume-Uni en 2013. Elle a fini 19e. C'est pas un concours de popularité. C'est pas un envoyé des chanteurs connus que tu vas gagner l'Eurovision. Et pour tous ceux qui diront oui, mais ah bah oui, mais Céline Dion, ils se sont fait connaître par l'Eurovision. C'est comme ça que ça devrait marcher. Ça devrait marcher pas en envoyant un artiste qui est connu localement pour qui parce qu'on croit qu'ils sont connus en Europe. On devait envoyer des gens, on sait qu'ils sont pas connus en Europe, mais justement on les fait connaître. Ça devrait être ça le but. Et pas juste de dire, eh, vous avez vu, nous on a des gens connus. C'est pas ça le but du concours. Enfin bref, j'ai encore passé beaucoup trop de temps. On va passer à notre quatrième pays, et après j'aurai plus de choses à dire que d'analyser les chansons et les résultats, ne vous inquiétez pas. On va passer à un pays, à un cas très intéressant, et je pensais vraiment qu'il serait là beaucoup plus tard dans cette vidéo, mais au final je suis un peu forcé d'en parler maintenant, parce qu'après on va passer à d'autres sujets plus intéressants. Ça me fait mal d'en parler dans la catégorie des pays un peu moins importants, mais malheureusement,
ils ont pour le coup pas vraiment été importants dans ces résultats, donc je suis obligé de les mettre là. C'est la Finlande, Linda Lampenius et Pete Parkkonen avec Liekki. Ois viisaampi häipyttää, mut tulen vieläkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Comme vous avez entendu dans cet extrait, c'est une chanson très dramatique avec une performance absolument impressionnante. Du feu, du feu, du feu partout. Des tenues et des expressions faciales très prononcées. C'est très convaincant. Je trouve que Linda Lampenius est incroyablement convaincante sur scène, comme Alexandra Capitanescu. Euh, et je trouve vraiment qu'ils avaient une performance impeccable. Impeccable. Peut-être que la voix de Pete Parkkonen n'était pas la meilleure, mais c'est quand même un des meilleurs chanteurs masculins de cette année, je pense. Linda Lampenius c'est aussi une violoniste reconnue mondialement. Et c'était la Finlande les préférés des probas pour gagner le concours. Ça fait d'autant plus mal parce que c'est ma préférée cette année, la Finlande, voilà. Avec 43% de chances de gagner. Énorme. Il y a évidemment, je le redis, beaucoup de pays qui ont gagné, mais avec tellement moins que ça. Euh, Wasted Love, par exemple, l'année dernière, était à 29%, je crois. Ou encore The Code, qui était évidemment à 14% de chance de gagner, mais c'est... Bon, voilà. Donc, 43% de chance de gagner. En général, quand tu es à 43% de chance de gagner, tu perds pas. C'est arrivé l'année dernière, avec la Suède, qui était à 51% de chance et qui a pourtant perdu. Kai avec Barabadabastu. Euh, c'est quand même assez triste. Enfin, là, c'était prédit par tout le monde qu'ils allaient gagner. Par tous les votes. Par tous les gens à qui tu demandais vite fait où est-ce qu'il va gagner. Première réponse, ou alors une des réponses, Finlande. Tout le temps, ils revenaient et tout le temps, ils étaient là. Et tout le monde savait, tout le monde pensait savoir qu'ils allaient gagner. Tout en se disant, c'est possible que ce soit pas le cas. Alors que par exemple, la Suède en 2023, certes, il y a des trucs en mode, ah, peut-être que Tchatcha va gagner, mais au final, tout le monde s'est dit, ce sera la Suède. Enfin, au final, si c'est pas la Suède, ce serait choquant. Alors que là, même si tout le monde a dit que ce sera la Finlande, ça n'a pas été la Finlande, mais ça a pas vraiment choqué tout le monde. Au final, si ça avait été un autre pays que celui qui a gagné, et si la Finlande n'avait pas fini aussi basse dans le classement que ça a été le cas, imaginons qu'elle avait fini deuxième, je pense que les gens n'auraient pas été choqués. Imaginons que ce soit l'Australie qui a gagné, tout le monde aurait dit ah oui, ok, oui, je vois, ça m'étonne pas. Donc voilà. Ça n'empêche qu'il y a aussi un peu de drama autour de cette chanson, pas vraiment du drama, c'est du drama plutôt positif. Parce que Linda Lampenius, du coup, je le rappelle, c'est une violoniste. Et au cas où vous ne serez pas au courant, à l'Eurovision, on n'a pas le droit de jouer des instruments en live. Cette règle, en fait, c'est une règle non exhaustive, on va dire. C'est pas ça la vraie règle. C'est la règle, c'est juste que si tu demandes pas à pouvoir jouer un instrument live, tu ne peux pas. Et tout le monde a interprété en mode, ok, bah tu peux pas. C'est pas ça. Ils ont lu que la deuxième partie de la règle. Si tu demandes à jouer d'un instrument, pour une raison exceptionnelle, ils ont marqué ça, c'est exceptionnel, tu peux. Tu peux. Et la seule fois depuis que cette règle a été introduite en 98 où ça s'est produit, et ben c'était l'année dernière. C'était Lucio Corsi avec Volevo et Serunduro. Vous avez du coup, vous en avez probablement entendu parler du coup si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière. Voilà, Volevo et Serunduro, Unduro, pardon. C'était une chanson assez classique, mais qui, je pense, qui a fini cinquième, et je pense que ça, c'est grâce déjà aux sous-titres et à la performance incroyable de Lucho, mais aussi parce qu'il avait introduit un harmonica dans sa poche, et il l'a joué en live après. Il avait pas demandé la permission, pour le coup, et il s'est fait un peu taper sur les doigts par l'UER, l'organisation qui produit l'Eurovision. Mais voilà. Et je pense que c'est grâce à lui, au final, que cette année, Linda Lampenius a demandé à l'UER de faire une exception pour elle, et ça a été accordé. Voilà, ça a été accordé. Elle l'a révélé assez tard, ce qui a été assez smart, parce que de manière assez étrange, seulement quelques heures plus tard, Veronica Fusaro de Suisse, Delta Godrem d'Australie, on en a déjà parlé, et Leleka d'Ukraine, ont toutes plutôt, pardon, demandé à l'UER de faire une exception pour eux aussi. Respectivement pour les guitares électriques, la harpe et le bandura. C'est une sorte de guitare mais qui fait des bruits très magnifiques. Je sais pas comment dire. Cherchez Bandura sur Google. Euh, voilà.
Au final, du coup, il y a que elle qui a été accordée ce droit, et tout le monde pensait qu'au final, ça l'aiderait encore plus à gagner. Je pense qu'en fait, c'est peut-être pour le mieux qu'ils aient pas gagné, parce que sinon tout le monde aurait dit, ah oui, mais ils ont gagné que parce qu'elle avait le droit de jouer un instrument live. Alors que là, c'est une preuve que, même si tu joues d'un instrument live, le violon comme ça, et qu'elle l'a joué à la perfection, c'est pas pour autant que tu vas gagner le concours. Il en faut plus que ça pour gagner l'Eurovision. Juste que de jouer un instrument live. Certes, c'est cool. Est-ce que ça les a aidés? Ben, on va pas se mentir. Si Liekinating n'avait pas de violon dans la chanson, s'il n'y avait pas Linda Lampenius, c'était mort. Peut-être qu'ils seraient qualifiés, mais qu'ils auraient fini dans les derniers 5. Peut-être ils auraient même pas gagné leur finale nationale au final. L'UMK qui était très puissante cette année. Euh, clairement, s'il n'y avait pas eu de violon, ils seraient pas allés aussi haut. Ils seraient pas du tout allés dans le top 10, ils seraient peut-être pas qualifiés, ils seraient peut-être même pas allés à l'Eurovision. Donc, c'est sûr que ça aide. Mais après, qu'il ait été live ou pas, je pense qu'ils auraient dans tous les cas fini sixième. Je viens de révéler le résultat, pardon. Oui, ils ont fini sixième en tout, donc avec 279 points. Voilà, c'est tout. Et je tiens quand même à dire que c'est le pire résultat qu'a eu un gagnant des probas depuis que les probas existent, au final. Voilà. C'est-à-dire que depuis que les probas de l'Eurovision existent, c'est le pire résultat qu'un gagnant des probas ait eu de l'histoire. C'est quand même assez triste, je pense. Enfin, moi, je pense qu'il s'en est pas ça, d'autant plus que c'était pas un gagnant de justesse. Hein. Vraiment, c'est un gagnant, mais bien au-dessus de la deuxième place d'Australie. 22% de chances de plus de gagner que la deuxième place. Et pourtant, comme quoi, même si toutes les étoiles s'étaient alignées pour la Finlande, on dirait qu'il en manquait une, celle de la victoire, au final. Voilà. Maintenant, je vous propose de passer à deux pays dont on va parler de manière plus que négative, parce qu'ils ont fait quasi la même chose, mais de manière très différente, ces deux pays. Bon, je vais vous le dire, on va pas faire tarder les choses. Ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour soit leur performance, soit leur chanson. Je trouve que c'est nul. Autant la performance, peut-être. C'est en vrai que c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que les visual IA, ça rend la performance immédiatement beaucoup moins sérieuse, beaucoup plus cheap, et ça vraiment, ça donne un effet enfantin, pas maîtrisé, pas professionnel, un peu Gen Z, mais dans le mauvais sens du terme. Enfin, ça donne tous ces côtés-là. C'est pas ouf. Et pourquoi faire une chanson avec l'IA, c'est pas ouf pour l'Eurovision? Parce qu'il n'y a aucune originalité. Aucune. Et c'est juste nul en fait. C'est pas intéressant de faire ça. C'est pas intéressant. C'est fou. Par exemple, en Suède, dans leur finale nationale, il y avait non pas une, mais deux chansons qui ont été faites exclusivement par IA. La seule dont je me rappelle le nom, c'est la chanson Doucette Daram par Meira Omar. Et franchement, je m'y attendais pas. Autant la chanson qui a été faite par IA cette année à l'Eurovision, c'était assez certain. Et aussi que l'autre pays utilise de l'IA pour ses visuels, ça me choque pas. Mais c'est nul, c'est triste, c'est dommage. Et vraiment, je trouve que ça sert à rien. Donc, je vous propose du coup de passer d'abord au pays qui a utilisé des visuels IA. Donc, c'est un peu le Wall of Shame, au final, le mur de la honte. C'est la Grèce, Akilas avec Ferto. C'est une chanson, comme vous avez vu dans l'extrait du coup, très dynamique, qui suit la lignée de Kaaria en 2023 pour la Finlande, Joost Klein en 2024 pour les Pays-Bas et Tommy Cash l'année dernière pour l'Estonie. On va dire que tous les ans, il nous faut au moins une chanson bad boy, entre guillemets, bad boy. C'est quoi une chanson bad boy? C'est une chanson un peu sarcastique, humoristique, qui est clairement pas là pour être sérieuse, qui est juste là en gros pour être autodérisoire, et qui immédiatement va de suite avoir de l'attrait pour le public, pour le télévote, et va très clairement finir dans le top 3. C'était le cas de Kariya et de Tommy Cash. Joost Klein, on ne saura jamais parce qu'il a été disqualifié. Mais en soi, il y avait aussi Baby Lasagna de Croatie qui a fini dans la deuxième position. Est-ce que c'est un des bad boys?
On va dire que oui. Il fait pas partie du clan Bad Boy. Karia, Yosta et Demi Cash ont formé un groupe, enfin ont formé un peu une alliance, on va dire, et je crois que l'artiste grec Akilas en fait partie aussi maintenant. Mais tous les ans, en fait, il y en a plutôt deux, on va dire. En 2023, je vais l'exemple, mais l'année dernière, il y avait aussi la Suède, Kai avec Barabadabasu. Et cette année, je sais pas trop. Non, c'était le seul Akilas quand même. Hein. C'était le, c'était le seul. Donc, c'était une performance plus qu'originale, avec plusieurs aspects un peu ridicules. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin, que je vous ai montré, du coup, normalement dans l'extrait, c'est ça que je vous ai montré. Je vous ai pas montré les visuels IA parce que voilà, c'est pas intéressant. Où on a Akilas qui danse avec une mamie habillée en rouge, avec une statue grecque et un gars, je sais pas qui c'est, mais il doit représenter un gars riche, aristocratique un peu. Voilà. Ce que vous avez pas vu, c'est qu'avant ça, il est dans une sorte de pièce qui tourne, enfin de trois pièces qui tournent, du coup, toutes dans le thème de chaque personne. C'est très original. C'est une performance très originale. Ouais. Ouais. C'est clairement une performance très originale. Personne s'y attendait, je pense. Même moi, franchement, j'en baille. Il est tard, je suis fatigué. Euh, donc, même moi, quand j'ai vu la performance pour la première fois, j'en croyais pas mes yeux. Je savais qu'il y aurait de l'IA. Ça m'a pas déçu du coup. Enfin, je le savais. Enfin, clairement, j'étais pas content de voir ça, mais enfin bref, je le savais. Cependant, quand j'ai vu la fin de la performance, sans IA du coup, j'ai un peu plus apprécié. Mais ça n'empêche que du coup, là, je sens un peu dégringolé dans mon classement à cause de ça parce que ben, je trouve l'IA n'a pas sa place dans le concours. La Grèce était cinquième préférée des probas avec 4% de chances de gagner. Pas ridicule, mais bon, c'est pas ça, c'est pas avec ça que tu vas gagner l'Eurovision encore une fois. Et c'était aussi la troisième préférée pour gagner la voix du public avec 8% de chance. Alors déjà, soyons clairs, tous les autres étaient soit préférés, soit deuxième préféré derrière un certain pays. Euh, tous les autres, vraiment, voilà. Aquila, c'était troisième derrière non seulement le pays en question, mais aussi la Finlande. Donc quand il y a un pays complètement aléatoire qui n'a pas une chanson Bad Boy qui est au-dessus de la chanson avec du pays avec la chanson Bad Boy, pardon, c'est qu'elle va peut-être pas aller aussi loin que, imaginons, Karia en 2023. Je suis revenu. Donc, en tout, la Grèce a fini dixième avec 220 points, juste au-dessus de nous. Ouais, ouais, c'est bien. Oui, oui, c'est un bon résultat. Dixième pour une chanson qui a utilisé de l'IA. Franchement, après, c'est vrai que la Grèce, je pense que tout le monde l'avait un peu dans son top 3 pour les préférés pour gagner. Enfin, pas à tout le monde, mais au moins à un certain moment. Je pense que quand le chant a été sélectionné, tout le monde s'est dit, ah, c'est ça qui va gagner. Moi, le premier, je vais pas mentir, la première fois que j'ai entendu Ferto d'Aquilas, je me suis dit, ben on va atteindre l'année prochaine. C'est la Grèce qui va gagner cette année. J'en étais persuadé. Et même, une fois que toutes les chansons étaient sorties, je me suis dit, ok, le top 2, Finlande et Grèce. Et autant j'avais conscience que c'était peut-être plus la Finlande qui gagnerait, mais je me suis quand même dit Grèce top 2, ou au moins top 3. Euh, et pourtant, une fois qu'il y a eu toutes les performances, immédiatement, je me suis dit, ok, la Grèce, peut-être même pas dans le top 10 au final. Certes, c'est une dynamique, c'était intéressant et tout, mais il y avait quelque chose qui manquait. Clairement, cette performance, elle est immédiatement à cause de l'IA devenue un peu plus vide, je trouve pour moi. Et en fait, je me suis dit ça, mais c'est complètement con. Clairement, ça m'aurait pas choqué en rétrospective s'ils avaient bel et bien fini dans le top 3. Parce que c'est une chanson qui suit un peu ces mêmes rythmes-là, avec des aspects complètement ridicules, complètement autodérisoires. Ça m'aurait pas choqué, mais ouais, je sais pas. Il y avait clairement un truc dans cette performance où je me suis dit, elle va pas aller aussi loin que les autres, même pas que Tommy Cash la troisième place. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de l'autre pays qui a utilisé de l'IA et qui, pour le coup, n'avait pas autant de chances de gagner cette année. Je vais vous parler de l'Azerbaïdjan, Jiva avec sa chanson Just Go. Beni terk et, yoruldum yalanından. Beni terk et, ezmişem bu oyundan. Beni terk et, kurtulun bu aloktan. Beni terk et, çık benim dünyamdan. Vous avez entendu dans cet extrait, on se fait chier avec cette chanson. Vraiment, c'était pas une chanson intéressante. Je pense que personne n'aime cette chanson.
Elle était lente, elle était très lente, même peu mémorable. Une performance originale, on peut pas dire le contraire, avec ses larmes de sang, certes c'est intéressant. Elle est détenue un peu en laisse par l'homme dans l'homme toxique dans la relation, certes, mais c'était monotone, mais un truc, mais j'ai jamais vu ça. Mais à quel moment tu te dis, tiens, j'ai une chanson un peu nulle, comment je pourrais faire une performance bien, avec aucune couleur, aucune. Personne ne va regarder la performance. C'est une chose tellement chiante que je dois dire, je crois que même moi je l'ai pas regardé. Je crois que même moi pendant la performance j'étais clairement sur mon téléphone en train de faire autre chose. Parce que c'était juste tellement pas intéressant ce qui se passait sur scène là. C'était nul. Il s'est rien passé vraiment. Cette chanson il ne s'est rien passé. C'était la dernière place des probas. Assez logique. Avec moins d'1% de chance de gagner. Clairement, tu ne gagnes pas l'Eurovision quant à ça. Il n'y a jamais eu aucun pays qui a eu moins de 1% de chance de gagner qui a gagné l'Eurovision ensuite. Enfin, du moins quand ce sont été révélées. Et elle a bel et bien fini dernière dans sa demi-finale avec seulement 2 points, les deux d'un seul pays du jury. Je crois que c'était Malte ou un truc comme ça, je sais plus. Soit la quatrième année d'affilée qu'ils ne se qualifient pas et la deuxième d'affilée qui finissent dernier, tout dernier, toutes les demi-finales confondues. L'année dernière, ils avaient 7 points. Et les 7 points, ça venait de Saint-Marin. Voilà. Cette année, 2 points. Voilà. L'année prochaine, on vise les zéros. Hein. Ouais. On vise les zéros, les Azerbaïdjan. Et évidemment, ça n'aide pas que c'était une chanson entièrement écrite par l'IA. Mais après, certes, c'est grave et c'est aggravant, mais à la fois, c'est quand même un beau message, je trouve, de se dire, la seule chanson qui a été écrite par IA cette année, elle a fini dernière avec 2 points. Voilà. Parce que je trouve qu'en vrai, avoir 2 points, ça va encore plus mal que d'avoir 0 point. Parce que 0 point, tu te dis, ok, tout le monde est d'accord pour dire que notre chanson c'était de merde, c'est pas grave. 2 points, ça veut dire que t'as des gens qui ont voté pour toi, mais par pitié. C'est pas possible d'avoir 2 points parce que t'as avec une chanson bien. Si t'as 2 points, c'est forcément que t'as une chanson tellement nulle qu'il y a des gens qui ont voté pour toi par pitié. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Donc, ouais, ils ont voté pour toi par pitié. En plus, c'était l'IA. Voilà, ils ont voté pour toi parce que c'était pote. Je ne sais pas, c'est possible aussi. Mais voilà. Donc, je pense que c'est quand même un assez beau message, le fait que, en fait, je veux juste pas envoyer des chansons écrites par l'IA à l'Eurovision. Elles ne marchent pas. Voilà. Ça en est de la preuve vivante. Ça ne marche juste pas. Donc, bon. Avant de passer à notre dernier pays, j'aimerais faire une petite pause, un petit acte d'intervalle, parce que justement, on va parler de ces actes d'intervalle de l'Eurovision avec des... Enfin, d'abord, je préférerais parler d'un sujet qui me tient moins à cœur. Les hôtes du concours, les hôtes, H-O, accent circonflexe, T-E-S. Euh, Michael Ostrovski et Victoria Swarovski. Oui, comme la marque de bijoux. Oui, c'est un Nepo Baby. Elle n'est pas drôle, elle n'est pas intéressante, elle est nulle au final, c'est juste qu'elle était là parce qu'elle est riche. Voilà. Miguel Ostrowski, comédien très connu en Autriche, et j'avoue que je sais pas quel type de drogue tu dois prendre pour rire à ces blagues, mais franchement, je pense que j'en aurais un petit peu besoin. Au moins pour survivre à l'année prochaine. C'était les pires hôtes de l'histoire de l'Eurovision, je crois. Juste derrière les hôtes du concours 1991 à Rome en Italie, y compris Toto Cutugno, je crois qu'il s'appelait, qui n'arrêtait pas de confondre Portugal et Luxembourg. Voilà, je sais pas comment c'est possible, mais à chaque fois qu'il fallait dire Portugal, il disait Luxembourg, à chaque fois qu'il fallait dire Luxembourg, il disait Portugal. Bon, c'est sûr que c'est un peu con, mais quand tu vois que à la fin du concours pour annoncer le gagnant, Michael Ostrowski a quand même dit le nom du mauvais gagnant, du mauvais pays qui a gagné, c'est pas fou. Au moment de dire tel pays a gagné, ou de dire le gagnant, il a dit le pays qui a fini en deuxième place. Ben non, Michael, du coup. Il a fini deuxième. Et non, il faut se réveiller. Enfin bref. Ils étaient pas drôles, ils étaient gênants, leurs idées étaient nulles. Il y avait toujours le running gag incroyablement relou de Michael Ostrowski qui faisait que parler en français et qui gesticulait comme ça. Il disait je parle le français, oui, 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 baguette. C'était incroyablement gênant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais autant cringé devant un concours de l'Eurovision. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a eu des chansons cringe. Hein. Franchement, il y en a eu énormément. Pologne 2023, hein, petit throwback, mais j'ai jamais été aussi gêné. Après, il y avait Professeur Eurovision. Ça, c'était Victoria.
qui j'imagine n'y connaît rien à l'Eurovision, mais c'est pas grave, qui nous a rappelé toutes les chansons qui ont eu 0 point à l'Eurovision. Ben c'est top, yes, au final. Puis après, qui nous a expliqué pourquoi il y a autant de gays à l'Eurovision et qui a fini par dire que toutes les lettres de LGBTQ faudrait les remplacer par H pour humanité. Ben non, au final, c'est une idée de merde, Victoria. Sans dire que les fonds étaient également faits par IA et tout aussi impopulaire que la chanson de l'Azerbaïdjan. Ouais, c'est à peu près tout. Elle ne servait à rien, cette dame, vraiment. Michael était au moins un peu plus chaleureux. Et ça n'aide pas que, il paraît qu'à un moment, j'ai pas entendu, mais il paraît qu'à un moment, elle était en train de parler et d'un seul coup, il y a quelqu'un de son oreillette qui lui parlait pour dire qu'elle devait dire un autre truc dans son script et elle a dit arrête de me parler dans l'oreillette. Elle aurait dit ça en plein milieu pendant qu'elle était en train de parler dans la green room. Ben, non, non, je sais pas, enfin, qui s'est dit que c'était des bons choix, eux? Ben, ORF, apparemment, hein, le diffuseur autrichien. Plus jamais. Plus jamais l'Autriche n'organise, d'accord? C'est bien clair. Je veux déjà plus que l'Italie organise, alors l'Autriche non plus. Je sais pas ce qu'il y a un truc avec les pays alpins, mais il faut pas qu'ils organisent. À part la Suisse c'était bien. Voilà. Les actes d'intervalle, non pardon, j'aimerais plutôt parler des cartes postales qui étaient hideuses. Ils nous avaient promis un truc bien, un concept bien. Ils nous avaient annoncé qu'on aurait parce que tous les ans, il faut une carte postale pour introduire un peu l'artiste avant qu'il performe sur scène. Donc, ils nous avaient dit qu'en gros, il y aurait l'artiste qui est dans sa chambre, dans son pays natif, dans sa ville natale, qui regarde une carte postale de l'Autriche, et puis il y a un zoom dans cette carte postale, et là, pouf, l'artiste est là, dans cet endroit-là et fait des trucs après dans cet endroit-là un peu stylé, voilà. Et après que tu pouvais collectionner ces cartes postales dans la vraie vie. Mais c'est fantastique, mais c'est un super projet. Sauf que au final, il y avait pas du tout les artistes, pas du tout. Ça zoomait bien dans la photo de la carte postale, et là il y avait un fond vert dégueulasse qui mettait les artistes sur le truc, mais je sais même pas comment ils se sont démerdés pour faire un truc qui était aussi moche. Franchement, c'est pas possible. Ils ont aucun talent de montage, mais moi je fais mieux. Même ma petite cousine de 7 ans elle fait mieux. C'est pas possible. L'Autriche, ORF, c'est pas possible d'être aussi nul en carte postale. Et si au moins leurs actes d'intervalle étaient mieux, alors certes il y avait quelques points positifs. Je dirais que si l'acte d'intervalle dans la grande finale où c'était la célébration des 70 ans du concours, parce que oui, en plus c'est 70 ans du concours. Euh, une des pires, on va pas se mentir, c'était une des pires éditions du concours. Je suis ouvert là-dessus, je suis très ouvert là-dessus depuis assez longtemps. Je pense que c'était vraiment une édition à chier. Elle était à chier comparée aux autres. Vraiment, il y a rien qui n'allait de cette édition. Et franchement, je suis assez content qu'elle soit finie, hein. Franchement, c'était long, ça commençait à devenir casse-couille. Euh, ouais, bref. Euh, Tout ça veut dire que du coup, à 70 ans de l'Eurovision, ça se voyait pas, hein. Ils ont pas fait un super job pour convertir ça vraiment. On croyait que c'était l'édition 132 et que tout le monde s'en battait les couilles. C'est le 70e anniversaire. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Même. Je sais pas, hein. Bref. Ça me dépasse. Ils ont quand même fait un acte d'intervalle du coup pour célébrer ça. Au moins, ça a duré genre 10 minutes. Top, on est ravis. Vraiment, ils ont parlé de ça pendant 15 minutes, c'est tout. Le reste du temps, ils ont même pas parlé sur la cheval. C'était nul. C'était caca. Ils ont ramené plein de gens qui ont participé à l'Eurovision dans les précédentes éditions pour chanter d'autres chansons de l'Eurovision. C'est une très bonne idée, j'aime beaucoup ce concept, tout ça. J'ai particulièrement adoré, c'était le le sommet de la soirée pour moi, c'était même pas l'annonce du gagnant, c'était ça. Mais quand je suis allé me coucher, j'ai même pas pensé à qui a gagné, j'ai juste pensé à ce moment-là. C'est quand Lordi, groupe de hard rock qui a gagné pour la Finlande de 2006, a chanté Papa Pingouin. Je vous passe un extrait. Est-ce que c'est pas absolument fantastique? Je suis désolé, j'ai adoré. Enfin, c'était mon moment préféré de la soirée.
Sinon, à part ça, en deuxième demi-finale, il y avait JJ qui avait fait une nouvelle version de sa chanson Wasted Love. Non, ça c'était en finale, pardon. Sinon, en deuxième demi-finale, il a révélé une nouvelle chanson de lui, du coup, hein, qui s'appelle Unknown. Je vais pas vous mytho, je l'ai dans ma playlist, cette chanson, je la trouve trop bien. Elle est très bien. Euh, et sinon, à part ça, on avait quoi? On avait un DJ qui, c'était le dernier acte d'intervalle. Non, pardon. Si, on avait un acte d'intervalle, un DJ. Je sais pas ce qu'il faisait là. J'ai aucune idée de ce qu'il faisait là. La chanson était même pas particulièrement bien. C'était chiant. Le tout dernier acte d'intervalle, ils nous ont passé un extrait de Billy Joel, mais qui a duré mais genre 5 minutes. Et tout le monde s'est dit, oh putain, il y a Billy Joel qui va arriver sur scène, les gars. Pas du tout. C'était un gars complètement random qui a participé à l'Eurovision en 2018. Il a même pas gagné, s'il vous plaît. Il a juste fini troisième. Enfin, c'est déjà bien, certes, oui, mais il a juste chanté une chanson de Billy Joel qui s'appelle Vienna. Ok, cool. Ça a duré tellement longtemps en plus. Moi, ce qui me déçoit particulièrement, c'est qu'ils aient même pas réussi à ramener Conchita Wurst, leur dernière gagnante, gagnante en 2014. Ben, je sais pas, faites un truc, non? Je sais pas. Vous avez plus que deux gagnants de l'Eurovision qui sont en vie, les gars. Pourquoi vous en avez skippé un? Qu'est-ce que vous avez fait, Conchita Wurst? Euh, Je cherche même pas à savoir. S'il faut, c'est juste Conchita Wurst qui n'a pas voulu. C'est possible. Peut-être en boycott d'un certain truc, je me demande quoi. C'est possible. Mais euh, en toute honnêteté, si t'arrives même pas à faire ça, ben, organise pas le concours, hein, clairement. Si t'arrives pas à ramener le seul autre gagnant que t'as qui est en vie, s'il te plaît. Bref. Pour moi, la pire partie, mais de tout le concours, c'était mais, incroyablement horrible. C'était la première demi-finale. Donc, pour mettre un peu dans le contexte, ils ont dit, en gros, à un moment, Victoria et Michael, d'absolument nulle part, d'ailleurs, vraiment, ils sont arrivés sur scène, ils ont dit, oh mon dieu, il y a un invité spécial dans la foule. On n'était pas au courant. Et là, ils ont zoomé et on a vu Gojo, celui qui a représenté l'Australie l'année dernière. Et sur le moment, je me suis dit, ah, cool, il est là. Je me suis pas dit que ça allait partir en désastre. Vraiment, je l'ai vu là, je me suis dit, ah, ben, trop cool, il est là. Enfin, on aurait dit vraiment qu'il était surpris quand on le remarque. Je me suis dit, ah ok, bah, il a juste pris des tickets, il voulait être là, c'est cool quoi. On va passer à autre chose. Sauf que non, il est venu sur scène pour parler. Au début, je me suis dit, ok, il est là pour parler, mais enfin, je me suis dit, ok, ils vont faire une chanson, ouais, ils vont faire une chanson, c'est cool, et après on va passer à autre chose. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. À la place, Gojo et les deux autres qui ne servent absolument toujours pas à rien, euh, ils ont décidé de faire une chanson sur le pire sujet de l'histoire de l'Eurovision, sur à quel point. Enfin, pardon, non. D'abord, il y avait un running gag qui a duré facilement 3 minutes, je pense, sur le fait que Gojo s'est trompé de vol. Il voulait rentrer en Australie, sauf qu'en fait, il s'est trompé de vol, il est parti pour l'Autriche. Déjà, qui y croit? Qui y croit? Qui s'est dit c'est plausible? En fait, la destination, je sais pas si vous êtes au courant, mais Australie et Autriche, c'est pas des villes. En fait, sur le papier, il y a marqué, du coup, lui, il a participé à Bâle, il y a marqué de BAS, j'imagine, ou BSL, un truc comme ça, Basel en anglais, à, ben, lui, il habite à Perth, je crois, donc PER ou PRT, PETH, un truc comme ça, Perth, un vol de Bâle à Perth. Il n'y a pas marqué de Suisse à Australie ou de Suisse à Autriche, du coup. Alors, cette blague, évidemment, beaucoup mieux bien en français, parce qu'en anglais, c'est Australia contre Austria. Est-ce que ça se ressemble? Oui. Est-ce que j'ai déjà vu des gens se tromper premier degré entre Australia et Austria? Oui aussi. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire tout un acte d'intervalle? Ben je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Je suis pas sûr, mais je crois que si c'était l'Australie qui avait organisé le concours, ils auraient pas fait ça. Je suis quasi sûr qu'ils n'auraient absolument pas fait ça. Je n'arrive pas à ne pas cringer devant ce truc. Vraiment, c'est pas possible. Euh, Globalement, ils ont fait une chanson sur toutes les différences entre l'Autriche et l'Australie et pourquoi tu peux pas te tromper entre les deux. Voilà. Et ils arrêtaient pas d'insister sur le fait, ouais, mais en Autriche il fait froid et en Australie il fait chaud. Non. En Australie il y a des kangourous, il y a des koalas et il y a des animaux effrayants et des walibi, des wapiti, pardon. Mais on est ravis, on est absolument mais ravis.
de vous, l'Autriche, pour réaliser ça maintenant, que vous n'êtes pas le même pays. Et il y avait évidemment des graphiques IA dégueulasses dans le fond, c'était un mash-up du drapeau de l'Autriche et de l'Australie, c'était hideux. Et à la fin, la morale de la chanson, c'était on va créer un nouveau pays, l'Australie. Ils ont écrit ça dans le fond. Et je crois que c'était le truc pour m'assommer. J'en pouvais plus. J'avais envie de me tirer une balle, de sauter de la fenêtre. Euh, c'est- je sais même pas quoi dire. C'était tellement horrible. Je me rappelle de ce moment de regarder ça. Mes yeux entre les mains, mais vraiment, j'étais comme ça, quoi. Euh, à l'aide. À l'aide. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur la façon d'organiser ce concours, la façon dont l'Autriche a organisé ce concours, pardon. Plus jamais. Si l'Autriche, vous pouviez, s'il vous plaît, envoyer que des choses en merde à partir de maintenant, ça nous arrangerait, mais tous. Ou alors, je sais pas, devenez pauvres. Et, dites que vous avez pas assez d'argent pour organiser le concours si jamais vous gagnez. Je sais pas, faites un truc, mais là, c'est pas possible. Franchement, vous êtes ridiculisés, mais je crois que les taux de gens qui vont visiter l'Autriche vont baisser là, hein. Apparemment, ça a bénéficié à la ville de Vienne. Mais comment? C'est ça ma question. Parce que comment ça, une fois que t'as vu ça, tu te dis tiens, je vais aller à Vienne. Non. Mais moi je fuirais. Mais moi si j'étais à Vienne à ce moment-là, mais je fuirais, mais j'irais en Slovaquie, mais aussi vite que possible quoi. Bref. Je pense qu'il est maintenant temps de passer à notre grande gagnante de l'Eurovision 2026 avant de passer à des trucs un peu plus négatifs, on va dire. Donc, la chanson qui a gagné l'Eurovision 2026, et je ne pensais pas dire ça un jour de. Enfin, clairement, si vous m'avez dit l'année dernière que je dirais ça devant cet écran, je serais mais choqué. Ce n'est autre que la Bulgarie d'Ara avec Bangaranga. Come alive, surrender to the blinding lights. No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot. I'm the Bangara, Bangaranga, 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 I'm the Bangara, Bangaranga, 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 I'm the Bangara. C'est, comme vous avez vu, une chanson très, 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 très énergétique, très dynamique. Et on va pas se mentir, c'est du jamais vu pour une chanson de ce style. Donc, ce style de chanson s'appelle des girl bop. On en a déjà eu à l'Eurovision. On en a tous les ans. On en a même parfois plusieurs. Cette année, on en avait plusieurs. L'autre qu'on avait, c'était l'Allemagne. Sarah Engels avec Fire. Je ne vais pas vous passer un extrait parce que vos oreilles vont saigner. C'était nul. Fire, c'était nul. Au niveau des paroles, c'était nul. La performance était plutôt bien en vrai. Si la mise en scène, tout ça c'était bien. La chanson était nulle. Par contre, ça c'était horrible. Tout était chiant après cette chanson. Vraiment, elle avait rien calé. Et après, t'as Bangaranga. Et je dois dire que personnellement, je vais être tout à fait honnête, c'est une des chansons que j'aime le moins de cette année. C'est ma dernière place juste au-dessus du Portugal, Bandidos de Cante avec Rosa. C'est tout. Euh, je m'excuse auprès de la Bulgarie parce qu'en fait, je respecte cette victoire. Et je suis très content qu'ils aient gagné. Et franchement, le fait qu'ils aient gagné, ça me fait aimer Bangaranga un peu plus techniquement. Mais en soi, la chanson, je l'aime toujours pas. C'est toujours une chanson que je ne peux pas apprécier. Ça m'empêche que régulièrement, je re-regarde cette performance. Mais pas pour la chanson. La chanson, je la trouve toujours à chier. En fait, c'est pour la performance. La première fois que j'ai vu cette performance, je me rappelle, j'ai détesté. J'ai trouvé que c'était nul. Vraiment, la première demi-finale, ça a ouvert par ça et j'étais en mode putain, mais c'est tellement nul, mais comment ils peuvent faire un truc aussi nul, mais ils vont même pas se qualifier, c'est pas possible. J'ai trouvé ça cheap, j'ai trouvé ça pas original, enfin si, j'ai trouvé ça original, mais en fait, j'ai trouvé que ça faisait trop. Je trouvais que ça faisait beaucoup trop, que c'était une chanson trop simple pour faire des trucs aussi élaborés. Mais en fait, maintenant, je comprends. Maintenant qu'ils ont gagné, je comprends tout à fait. En fait, oui, c'était une chanson tellement simple que oui, tu dois faire des trucs avec des proportions aussi surdimensionnées pour gagner. Et franchement, maintenant que je regarde cette performance, mais tout est logique pour moi. Même quand je l'ai revu en finale, mais c'était tellement logique. Les, la choréo était particulièrement incroyable. Je crois que c'est la meilleure chorégraphie que j'ai vue à l'Eurovision. Avec les chaises, c'était fantastique. Sur la fin, c'était un peu bordélique, on va pas se mentir. Mais franchement, la mise en scène avec l'accessoire et tout, les lumières. Et je pense qu'en fait, ce qui a rendu ça encore mieux, c'est le fait que la Bulgarie n'avait absolument rien diffusé avant le show. Vous savez, les pays avant le show, normalement, ils sont tous obligés, entre guillemets, d'envoyer des photos de leur performance, puis après un extrait de 30 secondes.
Les photos, d'habitude, normalement, t'es obligé d'en envoyer 3 ou 4. Ils en ont envoyé 2. C'est le seul pays qui en a envoyé aussi peu. Et en plus, c'était des photos de très mauvaise qualité. Et quand je dis très mauvaise qualité, c'était vraiment, l'image était dégueulasse. Genre, c'était flou, parce que Dara était en plein mouvement, et les chanteurs aussi, et les danseurs aussi, pardon. Tout était flou, tout était moche, voilà. Et l'extrait, ils ont pris les 30 dernières secondes où il y a rien de fou qui se passe. Et en fait, le reste de la performance, tout se passe, mais dans le reste de la performance, c'était fou. Vraiment, je sais pas quoi dire. Maintenant, j'adore cette performance. C'était incroyable. Dara, encore une fois, comme Alexandra Capitanescu et Linda Lampenius, une chanteuse incroyablement convaincante sur scène. Même après cette performance, je pouvais pas m'empêcher de chanter Banga Banga dans ma tête, c'était fou. Et pourtant, j'aime pas cette chanson, mais vraiment, je peux pas m'empêcher. Et c'est d'autant plus fou que la Bulgarie est de retour après 3 ans d'absence suite au désastre qui était la performance. J'ai vraiment, j'ai même pas fait gaffe. Sur mes notes, j'ai vraiment écrit performance misérable. De la part d'Intelligent Music Project, leur chanson Intention en 2022, c'était c'était lunaire cette chanson, c'était lunaire. La performance est horrible. Mais ce qui était particulièrement fou, c'est que le chanteur n'a pas pu assister à une fête d'Eurovision en Espagne parce qu'il était interdit d'entrer en Espagne. Je- Comment ça? C'est déjà le chanteur de la chanson pour la Bulgarie était chilien et n'avait aucun lien avec la Bulgarie. Je sais pas comment il s'est retrouvé là. Enfin, si, je pense que le reste du groupe était bulgare, mais lui, je sais pas comment il s'est retrouvé là, vraiment, dans cette merde. Enfin bref, rien n'allait. Et ils se sont barrés après, je pense qu'ils avaient un peu honte. Je pense qu'ils se sont dit, ah merde, on a vraiment merdé sur ce coup-là. Ils nous ont juste bait avec beaucoup d'argent. Ils ont juste dit, on a beaucoup d'argent là qu'on a volé en Espagne. Si vous venez, on participe. Enfin, on vous représente plutôt. J'arrête pas de faire tomber des trucs, j'en ai marre. Ok. Euh, Disons que ça n'a pas très bien marché pour eux du coup, et ils sont revenus cette année. Et en fait, c'est très drôle parce que à chaque fois que la Bulgarie revient après quelques années d'absence, ils ont un bon résultat. Ils ont un résultat dans le top 10 au moins. Donc, ils ont débuté le concours en 2005 avec une série de non-qualifications, à l'exception de 2007 où ils ont fini cinquième, voilà, dans le top 5. Et sinon, à part ça, ils n'ont fait que de ne pas se qualifier. Voilà, jusqu'à 2013 où ils en avaient marre, ils se sont dit, putain, on en a marre, logique. Ils ont pris une absence de 2 ans. Ils sont revenus en 2016 avec Polygenova, et elle a fini quatrième. L'année d'après, Christian Kostov, deuxième. L'année d'après, Equinox, quatorzième. Bon, c'est pas fou, mais c'est quand même un de leurs meilleurs résultats du coup. Et après Equinox, ils se sont dit, putain, on n'est pas dans le top 10, c'est chiant. On va repartir. S'il faut, on va refinir dans le top 10 après. Ils sont revenus l'année d'après, techniquement, 2020. Victoria, Tears Getting Sober. On ne saura jamais où elle a fini. Ça n'empêche qu'elle a été préférée des probas pour gagner. L'année d'après, elle a représenté son pays, du coup, mais pas avec la chanson avec laquelle elle était censée le représenter, plutôt avec Growing Up is Getting Old. Elle a fini 11ème, ce qui est quand même assez respectable, je trouve. Et après, il y a eu ce désastre, et ils sont encore partis. Et là, ils reviennent et ils gagnent. C'est à se demander si au final, la Bulgarie, faudrait pas que vous faisiez juste ça, en fait. Alterner un an sur deux, participer un an, revenir l'année d'après, parce que clairement, ça a l'air de marcher plutôt bien pour vous, quoi. Après, on dirait plutôt que ça marche très bien les 2 premières années et qu'après ça floppe. Donc peut-être, faites 2 ans on participe, un an on se barre. On participe 2 ans, un an on se barre. C'est une idée. Parce que l'année prochaine, si vous allez, enfin déjà vous êtes qualifié d'office, donc c'est déjà bien, parce que vous organisez le concours, vous organisez le concours, pardon. Donc voilà. Parce que oui, du coup, ce sera en Bulgarie. Hein. Alors c'était la troisième chanson préférée des probas avec 10% de chance de gagner. Elle a bel et bien gagné du coup la demi-finale, hein, ça c'est logique, assez logique pardon, bien qu'elle l'ait ouverte et ça, j'avais jamais vu ça de ma vie, de l'histoire de l'Eurovision perso, enfin ça a probablement déjà arrivé, mais j'ai jamais vu ça, un pays qui ouvre la demi-finale et qui la gagne. Ça veut dire que techniquement, selon pas les jurys du coup, mais selon le public, la chanson qui a ouvert le concours c'était la meilleure de toute la soirée. Et après celle-là, ils se sont dit non, c'est tout ce qu'on veut voir, c'est tout. C'est Bulgarie ou rien. Bangaranga, Bangaranga. C'est tout. Voilà. Du coup, ils ont gagné la demi-finale avec 270 points. Ce qui, rien que ça, tu peux facilement finir dans le top 5 à l'Eurovision rien qu'avec ce résultat-là. Grâce au vote du public, hein, encore une fois, elle a fini cinquième avec les jurys dans la demi-finale. Hein. Et du coup, elle a gagné le concours forcément en finale avec la voix du public et des jurys. Avec 516 points en tout. Et ça,
Je vous en parlerai plus tard, mais c'est une vidéo qui va être incroyablement longue, j'en pense à un truc. J'aurais peut-être dû faire en deux parties parce que, en fait, là, j'ai plein d'autres trucs à faire. Mais enfin, en fait, là, ça fait 10 minutes que je suis censé faire absolument autre chose. Euh, c'est pas grave, je repousse à demain. C'est ok. Mais là, je pensais que je serais en train de faire le montage, enfin, que j'aurais déjà fini le montage. Je pense pas que ça prendrait aussi longtemps. Bref, je vais peut-être accélérer un petit peu du coup, parce que j'ai encore plein de trucs à dire. Donc, la Bulgarie n'a pas gagné les jurys, a fini cinquième avec les jurys en demi-finale, mais a gagné les jurys en finale. Suspicieux si vous me demandez, mais on en parlera plus tard. Et après, c'est la chanson qui a battu tous les records, vraiment tous les records. C'est la première fois depuis 2017 qu'un pays gagne chez le public et chez les jurys. C'est-à-dire qu'un pays gagne à l'unanimité pour le public et les jurys qui sont d'accord sur le gagnant. C'est la première victoire pour la Bulgarie, déjà un record pour eux, et c'est seulement la troisième fois qu'un pays des Balkans gagne. Ça, je trouve ça fou. La Grèce en 2005, la Serbie en 2007, et c'est tout. Et la Bulgarie cette année. Et voilà, c'est tous ceux qui ont gagné. Et sûr que si tu m'avais dit, ouais, il y a un pays des Balkans qui va gagner bientôt, franchement, j'aurais dit la Grèce encore. Mais si tu m'avais dit un nouveau pays des Balkans, j'avoue que bah, déjà, je t'aurais pas cru, mais j'aurais dit soit Croatie, soit Roumanie, mais les victoires de la Bulgarie, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive cette année, notamment parce que je pensais pas qu'ils allaient revenir. Je pensais qu'ils allaient, en vrai, pour être tout à fait honnête, je pensais qu'ils allaient jamais revenir. Ou en tout cas pas avant très très longtemps, parce que jamais c'est un grand mot, parce que tu sais pas combien de temps le concours va durer. Mais imaginons qu'il dure jusqu'à ses 100 ans, et qu'après c'est fini, ça m'aurait pas choqué que la Bulgarie ne revienne pas. Par exemple, le Maroc, c'est un pays, je pense, il a participé une fois, ils reviendront pas, je pense, carrément, imaginons que le concours prend fin dans 30 ans, ils seront pas revenus d'ici là. Peut-être que si jamais ça dure éternellement, ils vont revenir dans 336 ans, mais bon. Voilà. Et du coup, ça va être la première fois qu'un pays d'Europe de l'Est va organiser le concours depuis 2017. La dernière fois, c'était à Kiev, du coup en 2017, après la victoire de l'Ukraine forcément. La dernière fois qu'un pays d'Europe de l'Est a gagné, c'était en 2022. L'Ukraine, encore une fois, mais l'année d'après, l'Ukraine n'a pas pu organiser parce qu'ils étaient en guerre, forcément, c'est triste. C'est le Royaume-Uni qui s'est dévoué à la place. Ils l'ont organisé à Liverpool. Voilà. Et c'est pas le seul record, il reste un record, le record du plus grand écart entre le gagnant et la deuxième place de l'histoire à nouveau, avec 173 points d'écart. C'est énorme, le record avant appartenait à la Norvège en 2009, à un écart de 160 et quelques points, je crois, donc c'est de très peu qu'ils ont gagné ce record. Mais c'était avec l'Islande, voilà, donc Fairy Tail hein, de Alexander Rybak qui a gagné, l'Islande Easy True de Johanna. Euh, et voilà, c'est tous les records. C'est franchement déjà bien. Bravo à la Bulgarie. J'ai juste envie de dire ça pour l'instant. J'ai juste envie de dire bravo à Dara. C'était une performance incroyable. C'est une chanteuse incroyable, une performance très 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 convaincante. Et j'avoue que ça fait du bien de retourner en Europe de l'Est, et surtout dans les Balkans. Mais waouh, en fait, ça me fait quand même quelque chose de se dire qu'on va être dans les Balkans l'année prochaine à l'Eurovision. C'est tellement exotique. On a eu que deux concours dans les Balkans dans l'histoire de l'Eurovision. Non, je mens. Il y en a eu un autre, je viens de m'en rappeler. En fait, ça m'a pas fait le titre, ça m'a pas fait tilt parce que c'est un pays qui n'existe plus. Mais l'Eurovision 1992 était bien organisé. Non, qu'est-ce que je raconte 1990 était bien organisé à Zagreb, en Croatie actuelle, mais c'était la Yougoslavie à l'époque, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Voilà. J'empêche que c'est quand même le troisième concours de l'Eurovision moderne, on va dire, qui est organisé dans les Balkans. Et c'est pas rien en fait, enfin je sais pas, ça me fait quand même un petit quelque chose de se dire on est de retour dans les Balkans, 19 ans après la dernière fois que ça a été dans les Balkans. Enfin, je trouve ça fou, vraiment. Bref. Maintenant, faut qu'on aille sur des trucs pardon, moins positifs pour bien finir cette vidéo. Ouais. Il faut qu'on parle. Si vous avez bien suivi, vous avez remarqué qu'il nous manque quand même dans notre classement total la cinquième place. En effet, c'est l'Italie, notre dernier pays. Non, c'est pas vrai. En fait, j'ai juste rien à dire sur l'Italie. Celle Da Vinci avec Personne Précis. Voilà, belle chanson de mariage, tout ça. La performance était un peu camp, mais c'est pas grave. On s'en fout. Vous avez probablement remarqué qu'il manque quand même la deuxième place. Parce que certes, c'est un pays qui n'a pas gagné, donc théoriquement c'est pas important pour l'année prochaine, mais ils ont quand même fini deuxième. On a parlé de la 11e place, s'il vous plaît, de la 10e place et du pays qui a fini dernier en demi-finale.
On peut quand même parler de la deuxième place. Ça coûte combien? Et ben ça coûte le fait que ce soit Israël, le pays qui a fini deuxième cette année. Parce que oui, en effet, pour la troisième année d'affilée, Israël a manipulé les votes. Mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va juste analyser les résultats comme si tout était normal. Israël était les quatrièmes préférés des probas pour gagner le concours avec 5% de chance de gagner. Ils ont fini deuxième en tout avec 343 points. C'est pas impossible. Tu peux finir plus haut que les probas ont prédit. Regardez la Bulgarie, c'était troisième. Je sais même pas si je l'ai dit, je crois que oui. Est-ce que je l'ai dit même? Oui, 10% de chance. Et Israël, 5% de chance, ils ont fini deuxième. Bon. C'était le préféré pour gagner le vote du public, mais au final, ils ont fini troisième avec 220 points. Bon, c'est pas grave, ça arrive, encore une fois. Enfin, clairement, ça, c'est encore moins choquant qu'un pays qui est prédit pour gagner le vote du public, au final, ne gagne pas et finisse troisième. Ouais. Bon, ça, c'est les résultats si tu les regardes d'un œil incroyablement naïf. Euh, mais déjà, bon, j'ai pas mis l'extrait de la chanson, hein, forcément. J'ai oublié de dire, mais la chanson, c'est... Non, au final, je vais même pas le dire. Il ne mérite pas qu'on dise son nom, le monsieur. Et je dirais juste que ses initiales sont NB. Voilà. Euh, donc, voilà. Ça, c'est le résultat si on regarde dans les naïfs. Mais par contre, si on analyse la chanson, déjà, vous verrez que comment ça a fini deuxième. Comment ça, c'était prédit de gagner le vote du public. Ça, c'est le genre de chanson qui peut être mieux au public qu'au jury. Certes, ça m'étonne pas. Que ce soit une chanson clairement plus adaptée au public qu'au jury. Enfin, je sais en fait, j'en ai entendu qu'une fraction de la chanson, donc je sais pas trop, je connais pas l'entièreté de la chanson, je connais que une partie du refrain, mais ça m'a l'air d'être une chanson quand même plutôt publique, voilà. Et aussi, je tiens à préciser qu'en 2024 et 2025, Israël avait flop avec les jurys, et cette année, c'est pas le cas. Encore une fois, ça peut arriver, clairement, tu changes de chanson tous les ans, on s'en fout. C'est pas anodin. Tout ce que je viens de dire, absolument tout ce que je viens de dire n'est pas anodin. Déjà, j'aimerais commencer par dire que, comme les deux précédentes années, Israël a fait des campagnes de publicité. Alors ça, les campagnes de publicité, c'est techniquement pas interdit. Mais c'est quand même assez déconseillé de le faire. Et en plus, Israël ne sont pas les seuls à avoir fait ça parce que, personnellement, je suis même tombé sur une pub de Malte qui nous a insisté, Aiden de Malte, du coup, qui nous a incité à voter pour sa chanson Bella. Mais apparemment, il y avait aussi des pubs pour la Roumanie et pour la France, si j'ai bien compris. Et voilà, du coup, aussi Israël. Bon, ok, ils ont le droit. Par contre, ce qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire, c'est de convaincre les gens qu'il faut qu'ils votent pour eux illégalement. C'est-à-dire que, bon, déjà, ils les incitent à voter 10 fois pour eux, ce qui est le nombre maximum de votes. Bon, déjà, c'est pas fou de dire ça. Normalement, t'as pas le droit de dire d'être comme ça. Mais aussi, ils incitent les gens à aller acheter des cartes SIM pour, du coup, et aller acheter carrément un nouveau téléphone ou alors aller chercher d'autres appareils pour voter pour eux le plus de fois possible. Euh, c'est une campagne de publicité qui est absolument pas autorisée, qui est absolument pas légale, ce genre de truc. Et même si en 2004 et en 2025 ça avait marché, devinez quoi? L'UER s'est enfin sorti les doigts du huc et a décidé d'interdire ces campagnes de publicité. Est-ce que c'était beaucoup trop tard parce que ça faisait déjà des jours et des jours que ces pubs circulaient et qu'ils les ont interdites quelques heures avant la finale? Oui. Ça n'empêche que si on regarde les résultats, Israël n'a pas gagné. Israël n'a même pas fini deuxième, ils ont fini troisième du public. C'est pas anodin. Je pense clairement que il y a quelque chose qui s'est passé. Soit c'est vraiment ça qui a fait, soit il, il s'avère qu'Israël avait acheté des voix même en plus les années précédentes, ce qui ne m'étonnerait même pas, et que cette année ils l'ont pas fait. C'est possible, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui a joué au fait que Israël ils sont tombés cette année, ou alors c'est juste que tout le monde commence à s'en foutre un peu d'Israël, comme tout le monde s'en fout de l'Ukraine actuellement. C'est possible aussi, je ne sais pas trop. Mais bref, voilà. Et après, il y a aussi l'inflation des jurys. Et alors là, j'avoue qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'expliquer que... Enfin, en fait, si, il y a des moyens de l'expliquer qu'ils ont reçu des points du jury. Je suis bête. Si. Je pense que c'est juste parce que tous les gens qui sont pro-Palestine ou alors qui n'ont pas d'opinion politique sur le conflit et qui étaient membres des jurys sont partis.
soit pour boycotter, soit parce qu'ils se sont rendus compte que la situation était trop dure et que si le pays qui représentait donnait quand même des points à Israël, il se ferait harceler sur les réseaux sociaux parce que en fait, certes, du coup, tu connais les 7 membres du jury de chaque pays et tu sais que du coup à quel pays oui, à quelle chanson les pays là ont donné des points, mais tu sais pas parmi les 7 jurys qui c'est qui a dit ok on donne des points à cette chanson, ou alors qui c'est qui les a mis derniers dans le classement. Donc imaginons une personne qui a mis Israël dernier dans le classement, mais tous les autres jurys qui les ont dans le top 3 par exemple, ben forcément du coup ce pays là va te donner des points à Israël dans le jury. Et pour les gens qui sont hardcore et qui vraiment détestent ça, ils vont harceler les 7 jurys, même s'il y en a qui n'ont pas donné de points à Israël. Et c'est dur, c'est très dur de vivre ça, et je peux absolument comprendre que autant si t'es pro-Israël, tu t'en fous de ça, tu t'en bats les couilles. Mais si t'es pas pro-Israël, c'est dégueulasse pour toi. Parce qu'en fait, tu n'as pas voté pour Israël et tu fais quand même haïr. Donc autant, enfin, pourquoi rester, clairement? Pourquoi rester? Donc, je peux comprendre, ça peut s'expliquer comme ça. Cependant, il y a une théorie que j'ai vue d'amis d'amis anciennement pardon, fans de l'Eurovision mais qui boycottent le concours cette année. Donc on va prendre leurs mots et leurs théories avec des pincettes. Hein. Clairement c'est un peu biaisé, on va pas se mentir. Mais la théorie est la suivante. La victoire de la Bulgarie et la troisième place de la Roumanie étaient actées. C'était une stratégie du gouvernement israélien. Alors, est-ce que je suis d'accord avec cette théorie? C'est pas impossible. Connaissant Israël, c'est pas impossible. Il y a déjà des choses plus folles qui sont produites. Est-ce que je pense que c'est vrai? Je doute un petit peu. Quand ils ont annoncé cette théorie au début, j'étais en mode ah ouais, c'est sûr que c'est ça et tout. Avec du recul, je sais pas. Ça paraît gros. Mais après, c'est complètement plausible. Donc, je vais vous expliquer un peu la théorie. Déjà, il faut savoir que la Bulgarie, c'est un pays globalement assez pro-Israël. Enfin, pas la Bulgarie en soi, mais le diffuseur BNT est assez pro-Israël, déjà. Et il faut aussi savoir un truc, c'est que la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie sont tous les trois revenus à l'horizon cette année après 3, 2 et 1 an d'absence respectivement. Euh, alors pourquoi tous maintenant? En fait, déjà, il y a une théorie que l'UR les aurait du coup un peu aidés financièrement pour qu'ils reviennent maintenant parce qu'ils savaient que le fait qu'ils choisissent de garder Israël dans le concours, ça ferait partir des pays. C'est ce qui s'est passé. J'ai oublié de le mentionner d'ailleurs, c'est assez important. Mais oui, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande ont tous boycotté le concours suite au fait que qu'Israël resterait au concours. L'Espagne et les Pays-Bas sont notamment très importants parce que l'Espagne est, je crois, le 5e plus grand contributeur de l'UR et les Pays-Bas sont les 6e. C'est très important. Du coup, ils ont perdu beaucoup d'argent suite à ça. Sauf qu'en fait, pour compenser, ils se sont dit, tiens, on va faire une faveur à la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie. Et là où tout le monde s'était dit, ils ont aidé financièrement, ils les ont pas que aidés financièrement. Ils les ont carrément soulagés. Euh, C'est-à-dire que, bon, déjà, ils ont baissé les prix de participation pour tous les autres pays, tous les pays qui participaient cette année, mais ils ont invité la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie à participer cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas payé. Ces 3 pays n'ont pas payé pour participer. C'est juste l'UR qui a dit, ok, bon, si vous voulez, là, on est un peu dans la merde, revenez. Juste revenez. Vous n'avez même pas besoin de payer. On paie vos frais de participation pour vous. Juste vous revenez et vous faites votre mieux. C'est déjà une très belle stratégie de l'UER pour faire croire que c'est naturel et aussi parce que je pense qu'ils savaient que tout le monde se dirait juste ah ben ils les ont aidés financièrement mais c'est gentil tout ça. Et aussi parce que même ça peut paraître comme un acte de gentillesse aux gens naïfs alors qu'en fait non. Clairement s'ils ont fait ça c'est juste parce qu'ils étaient dans la merde parce qu'il y a des pays qui sont partis et ils se sont dit on n'a pas envie de se retrouver à 33 pays, il faut qu'on invite des gens. Même pas à 33, à 32 pays, il faut qu'on invite des gens. C'est ce qu'ils ont fait. Du coup, voilà. Par contre, clairement, je pense toujours que la Moldavie serait revenue, dans tous les cas. Parce que la Moldavie n'est pas partie pour une raison financière, elle est juste partie parce que le final national c'était de la merde et ils se sont dit non, là, franchement, cette année on va flop, on veut même pas essayer, on va juste se barrer. C'était pas des raisons financières. Et pourtant, c'est le pays le plus pauvre en Europe. La Roumanie et la Bulgarie, par contre, c'était officiellement pour des raisons financières. Je pense que la Roumanie, c'était vrai. Quand tu vois qu'ils ont donné 75 € à Théodore Andrei, oui, c'était vrai. La Bulgarie,
Je suis pas sûr. Franchement, je pense qu'ils sont juste partis parce qu'ils ont rage quit du fait qu'ils aient eu un mauvais résultat. Mais là, forcément, si l'UR t'invite, je pense que tu peux plus dire non. Je pense que t'es en mode ah, ben ouais, si tu m'invites là, forcément, je veux venir. Mais franchement, je pense que si le Bulgarie avait eu un résultat moyennement mauvais cette année, il serait pas revenu l'année prochaine. Même en dessous de 15, je pense qu'il serait pas revenu l'année prochaine. Clairement pas. Alors que la Roumanie et enfin la Moldavie, c'est sûr qu'ils vont rester. La Roumanie, je pense que c'est vraiment juste s'ils seraient pas qualifiés, peut-être qu'ils seraient partis. Mais sinon, je pense juste le fait qu'ils soient qualifiés, ils sont contents. Troisième, c'est juste un bonus. Et la Bulgarie, gagner, c'est aussi juste un bonus, je pense. Euh, Enfin, c'est un peu la cerise sur le gâteau plutôt, mais voilà. Et voilà. Donc, je sais plus où j'en suis. Je suis fatigué. Ça fait 1 heure et demie que je change, j'en peux plus. Voire peut-être 2 heures. Je sais pas. Je sais pas à quel point j'en suis dans ma vie. Oui, la théorie, du coup, ce serait que, parce que j'aime un peu commencer avec la théorie. Donc, pardon. Ce serait qu'Israël ait convaincu les jurys après avoir vu le résultat du coup de la deuxième demi-finale et après avoir vu que, oh mon dieu, la Bulgarie a gagné. Et aussi la première demi-finale, important, la Moldavie a gagné la voix du public, je crois. Ils se sont dit, ok, Moldavie et Bulgarie et Roumanie aussi, ils ont fait une deuxième dans la demi-finale, je crois. Ils sont chauds. Ils sont très 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 chauds. Ils sont revenus, ils sont pas là pour jouer, ils ont été invités, ils se sont dit quand même on va être assez élégant, on va envoyer des très belles chansons. Et je tiens à dire, j'ai pas parlé d'Amol David dans cette vidéo, mais ils ont fini huitième à leur meilleur résultat, avec Satoshi Vivian Moldova. Ils se sont dit waouh, ces trois pays sont très très chauds. Et il y en a un qui nous tape à l'œil parce qu'il est aussi très pro-Israël, en tout cas le diffuseur du coup BNT de Bulgarie. Voilà. Du coup ils se sont dit c'est bien beau, malheureusement tous les trois ont envoyé des chansons beaucoup plus publiques que jury. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simple, on va juste demander à tous les jurys de la planète de voter pour la Bulgarie. Ils ont même pas demandé particulièrement à voter pour la Roumanie ou pour la Moldavie. Euh, je pense que vraiment ils ont vu la Bulgarie et ils se sont dit ah là on détient quelque chose. Ils ont gagné la deuxième demi-finale et ils sont pour nous. On peut pas gagner cette année. Je pense qu'Israël s'est dit on peut pas gagner cette année, ça va être trop suspect. Après on va nous demander de partir parce que l'UER va se rendre compte de la supercherie. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, ça, c'est la théorie, hein, vraiment. Et ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça. Enfin, c'est vrai que ça m'étonnerait, mais plus ça va, plus moins ça paraît plausible. Ils auraient demandé, du coup, à beaucoup de, à la plupart des jurys, au final, de tous les pays, de voter pour la Bulgarie en masse. Ce qui peut expliquer forcément pourquoi la Bulgarie a reçu le plus de 12 points des pays qui ont voté. Ex aequo avec la Pologne d'ailleurs, ça c'est assez surprenant parce que la Pologne est d'habitude c'est le pays qui a le pire résultat statistiquement avec les jurys, donc c'est assez surprenant. Mais bref, du coup ils auraient demandé à la Bulgarie pardon, à tous les autres jurys de voter pour la Bulgarie en masse pour s'assurer de leur victoire, parce qu'ils savaient en gros qu'ils allaient gagner que la Bulgarie allait gagner le télévote, soit la Bulgarie, soit eux. Et je pense qu'en fait, une fois que leur publicité ont été supprimées, ils se sont dit, ok, ça va être la Bulgarie. La Bulgarie va gagner le télévote. Si on demande à tous les jurys de voter pour la Bulgarie, ils peuvent gagner le concours. Et ça nous arrangerait. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bulgarie a gagné. Et pourquoi ils ont choisi la Bulgarie et pas un autre pays? Parce qu'en soi, ça aurait été plus simple juste de dire à tout le monde, venez vous voter pour la LM. Bon, déjà parce que la Bulgarie était beaucoup plus populaire que tous les autres. Mais c'est pas tout. Selon la théorie, il y aurait une autre raison à ça. Cette raison serait que la Bulgarie a été invitée par l'UER à participer. Ils ont forcément une dette envers l'UER. Et imaginons qu'il y ait plusieurs pays qui appellent la Bulgarie à boycotter, enfin pas à boycotter, mais à interdire Israël d'entrer. Parce que certes, la Bulgarie est assez pro-Israël, mais pas autant que la Suisse, pas autant que l'Autriche, qui ont organisé les deux derniers concours sous haute tension à cause de la participation d'Israël. Euh, non, la Suède était en vrai pas assez pro Israël, mais c'était le début du conflit, on savait pas trop quoi faire d'eux, donc ils les ont laissés. Mais du coup, ils se sont dit bon, si jamais il y a de la pression, c'est possible que la Bulgarie nous vire. Sauf qu'en fait, non, clairement pas, la Bulgarie ne ferait jamais ça parce que juste Israël demanderait à l'UR de faire taire tout le monde et de convaincre la Bulgarie qu'en gros non, faut pas faire ça. Sauf que la Bulgarie, à votre avis, ils écouteraient plutôt tous les membres de l'UER ou la présidente de l'UER qui a invité la Bulgarie à participer l'année dernière et qui leur a permis de gagner. Je sais pas vous, mais moi clairement je pense que ils feraient plutôt confiance à l'UER et qu'ils diraient ok, Israël peut rester.
Euh, c'est ça la théorie sur la victoire de la Bulgarie. Est-ce qu'elle est possible? Oui. Est-ce qu'elle est plausible? Oui. Est-ce qu'elle est probable? Non. Franchement, ça m'étonnerait. Je pense pas que c'est ce qui s'est passé. Est-ce que Israël a un peu amplifié les votes des jurys? C'est possible. Peut-être qu'ils ont demandé à certains jurys de voter pour eux, à d'autres de voter pour la Bulgarie. Peut-être qu'ils ont aussi demandé à certains de ne pas voter pour certains pays, notamment je pense à la Croatie et à la Suède, Lelek et Felicia pardon respectivement, qui ont d'ailleurs tous reçu des commentaires assez dérangeants de la part du diffuseur israélien Cannes, notamment Lelek pour leurs tatouages sur le visage qui sont des tatouages traditionnels croatiens qui sont absolument magnifiques, je trouve personnellement. Israël, enfin Cannes pardon, aurait dit en gros que c'est dégueulasse, que c'est une honte, c'est que c'est impur ces tatouages, voilà. C'est horrible de dire ça. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est quoi la différence, enfin la ressemblance entre Felicia et Lelek? Elles sont toutes ouvertement anti-Israël et pro-Palestine. Surtout Felicia. Voilà. Et j'ai oublié de, enfin j'ai pas parlé de la Suède en vrai, j'aurais pu en parler, c'est une situation assez intéressante, mais je vais pas me pas dans les détails parce que j'ai pas assez de temps. En gros, la Suède, c'est un pays qui est incroyable à l'Eurovision. Ils finissent top 10 quasi tous les ans. Après, c'est sûr que par rapport à Ukraine et Italie, qui sont les autres superpuissances, eux, ils peuvent parfois trébucher. C'est-à-dire que certes, ils gagnent beaucoup plus souvent que les autres, mais par contre, ils finissent hors du top 10 beaucoup plus souvent que les autres aussi. Quand tu vois que l'Italie, ça fait, maintenant, je crois que ça fait 9 ou 10 ans d'affilée qu'ils sont dans le top 7, c'est fou. Et l'Ukraine aussi a un record absolument incroyable, je sais pas de où elle est, je crois qu'il est de 6 ans. 6 ans dans le top 10, c'est incroyable. Euh, c'est pas le cas de la Suède. La Suède, c'est un peu plus court. Et maintenant, du coup, ils ont plus de streak même, parce qu'ils ont fini 20e. Ce qui est incroyablement bas, même pour les standards de la Suède. Et en général, s'ils finissent bas, c'est parce qu'ils ont eu de très mauvais scores du public. Et là, ils ont eu de très mauvais scores du public, mais aussi du jury. Pourtant, la jury adore la Suède. Les jurys adorent la Suède, pardon. Et c'était une chanson qui n'est pas des moins jury-friendly de l'histoire de la Suède. L'année dernière, la chanson de Barabadabastou était beaucoup moins jury-friendly. Après, ils étaient premiers des probas. C'est sûr que ça aide. Les jurys aiment regarder les probas et voter pour les préférés. Même quand c'est des chansons qu'ils aiment pas du tout personnellement. Je pense notamment à Tommy Cash, du coup, l'année dernière, qui a reçu des très beaux points du jury aussi, alors que c'est pas du tout le genre de chanson pour qui devrait voter normalement. Mais bon. Euh, du coup, ouais, c'est peut-être que c'est Israël qui a dit votez pas pour elle, elle est nulle. Je sais pas, on saura jamais, mais dans tous les cas, bon. Malheureusement, c'est assez probable qu'Israël va rester l'année prochaine. Euh, mais voilà. Du coup, maintenant, je vais vous parler de quatre derniers trucs pour la suite du concours l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer ou encore après. Sans perdre de temps, j'aimerais commencer par par vous parler du directeur de l'UER, Martin Green. Il va partir. C'est pas officiel, pardon. Je dis ça comme si c'était officiel. Non. Personnellement, je pense qu'il va partir bientôt parce qu'il a fait une proposition choquante pour l'Eurovision. Il a proposé, enfin, en gros, il a demandé à ce que la Russie soit réinvitée à l'Eurovision. La Russie et la Biélorussie soient réinvitées à l'Eurovision, qui reparticipent. Sans se rendre compte, je pense, du fait que ça ferait en sorte que les pays suivants, Ukraine, Moldavie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande, se barrent. Peut-être aussi Pologne, peut-être aussi d'autres pays qui boycotteraient, parce qu'au final, la Russie s'était fait enlever parce que il y a plein de pays qui ont boycotté contre eux. Pourquoi vous voulez qu'il revienne? Vous voulez la mort du concours? Je crois vraiment qu'il a envie de se barrer, Martin Green. Je crois vraiment que il se dit j'en ai plus pour longtemps. Autant finir en beauté et dire un truc absolument fou. Voilà. Est-ce que la Russie va revenir l'année prochaine? Que Martin Green le veuille ou non? Non, la Russie ne va pas revenir parce qu'ils détestent ce concours. Dans tous les cas, ils détestent ça. Ils n'ont pas envie de revenir dans ce concours qui est, comme l'a si bien dit Victoria Swarovski, beaucoup trop gay. Donc ça m'étonnerait que la Russie revienne. Et la Biélorussie aussi d'ailleurs. Hein. Non, non, la Russie ne va pas revenir. Ça les intéresse pas. Voilà. Fin de la discussion. L'Eurovision a un nouveau projet aussi. Eurovision Asia, quel nom de merde, alors qu'il y avait Asiavision juste là. Non, en vrai, ce nom existe déjà, mais ça n'empêche que. Je reviens. C'est un nom de merde. Eurovision Asia, c'est moche. Est-ce que c'est un concours qui va survivre longtemps? Je sais pas. C'est un original.
Même si, bon, Martin Green, encore une fois, a dit beaucoup de merde cette année. Il a dit que l'Eurovision Asia, c'était pas pour célébrer la culture de l'Asie, c'était juste pour se faire de l'oseille. Il a littéralement dit ça. Je sais pas ce qu'il veut cette année, mais je crois je sais pas ce qu'il a. Il a perdu la tête, il a perdu les boulons, il dit que de la merde. Mais enfin, bref, il a dit qu'en gros, l'Eurovision Asia, c'était juste un projet financier. Pour gagner de l'argent. Parce ils en ont pas assez. Parce qu'il a aussi laissé glisser qu'ils ont perdu énormément d'argent et qu'ils devraient peut-être devoir expulser d'autres pays qui rapportent pas assez d'argent à l'UER. Voilà, il laisse glisser beaucoup de trucs absolument horribles, ce monsieur Martin Green. Vaut mieux qu'il se barre de suite. Même celui d'avant, Martin Ostardel, qui s'était fait huer en 2024 par toute la foule de l'arène à Malmo. Je crois que je le préférais encore à lui. Bref. Eurovision Asia, c'est un beau projet. Pour l'instant, il y a 10 pays qui ont confirmé leur participation. Népal, Bhoutan, Bangladesh, Corée du Sud, Philippines, Malaisie, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam. Et on attend encore la confirmation de certains pays, notamment Inde, Taïwan, Japon et Kazakhstan, c'est les plus probables. Peut-être des pays de Moyen-Orient, mais ça m'étonnerait un peu. Et voilà. Cool. Suite à ça, Ynet, qui est un journal israélien, a annoncé qu'il y avait des plans que l'UER déménage Israël à l'Eurovision Asia. Parce que c'est un pays asiatique. Oui, c'est vrai. Israël est un pays asiatique. Et du coup, il ferait ça. Martin Green ferait ça. Euh, En fait, ça m'étonnerait. Je pense que Israël n'a pas envie de faire ça. Déjà parce que l'Eurovision Asia sera quelque chose de beaucoup moins impactant que le vrai Eurovision. Et aussi parce qu'ils savent clairement que aller à l'Eurovision Asia, ça veut dire tuer tous les pays musulmans qui veulent participer et la plupart des pays qui veulent participer au final et que tout le monde boycotterait et que du coup ce serait juste un concours un peu nul où il y a juste Israël qui va gagner d'office et que l'année d'après ben, ça se reproduira plus parce que tout le monde boycottera vu que ce sera à Israël et du coup ils reviendront à l'Eurovision. Ça sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. Autant juste exclure Israël directement plutôt que de dire on va aller changer de concours. Non, ça sert à rien. Ils vont juste tuer l'autre concours, les assassiner et juste revenir. Et du coup, l'UR va perdre de l'argent, forcément. Est-ce que Martin Green sait ça ou est-ce qu'il va faire l'erreur de l'envoyer à Eurovision Asia? En fait, le problème, c'est que s'il l'envoie à Eurovision Asia, il y aura tout le monde qui va dire ah, on est débarrassé d'Israël, on va revenir, on va arrêter de boycotter le concours. Problème, ils vont juste partir un an, l'Israël, ils vont revenir l'année d'après parce que l'Eurovision Asia n'existera plus. En fait, je crois que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais clairement, c'est pas la fin de la guerre si Israël est déménagé. Parce qu'ils peuvent toujours revenir. Ils peuvent juste dire non, je n'ai marre. Et l'UR dira ok. Voilà. Donc, c'est un plan de merde, clairement. Enfin, c'est un plan intelligent techniquement parce que oui, du coup, ils ramèneront tout le monde. Mais en vrai, c'est un plan de merde. Faut pas faire ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce serait horrible. Ce serait la pire des situations, je pense. Parce que tout le monde dirait ah, on est trop content, il n'y a plus Israël. Mais ils sont juste naïfs, ces gens. Non, c'est pas ça qui compte. On s'en fout qu'Israël soit là ou pas. C'est pas ça qui compte. Tant qu'Israël est dans l'UER, enfin non, tant qu'Israël est dans un événement, tant qu'Israël n'est pas exclu en fait, n'est pas exclu en disant non, vous avez fait de la merde, bye. Sinon, si on dit juste ah non mais vous voulez pas partir de vous-même, ah non mais vous voulez pas changer de concours, c'est pas assez, ils vont revenir. Dans tous les cas, ils vont revenir, ils reviendront toujours, c'est des mouches Israël. Donc ça ne sert à rien de faire ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et enfin, du coup, il y a une question préoccupante pour l'année prochaine, c'est qui va partir et qui va revenir. Bon, voici la liste non exhaustive, ma version de qu'est-ce qui va se passer. On sait déjà que la Macédoine du Nord va revenir. J'ai vu tout le monde, absolument tout le monde être ravi, tout le monde dire ouais pardon, pardon. Du coup, ouais, j'ai entendu tout le monde dire ouais la Macédoine du Nord ils reviennent, c'est trop bien. Est-ce que c'est vrai que je suis absolument crevé. Du coup, tout le monde est content que la Macédoine du Nord revienne. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est assez, en fait, c'est mi-logique, mi-pas logique. Parce que, certes que la Macédoine du Nord revienne parce que c'est à nouveau un concours de les Balkans, oui. Problème, la Macédoine du Nord et la Bulgarie se détestent, mais peut-être pas autant Azerbaïdjan-Arménie parce que au moins la Bulgarie n'a pas envahi la Macédoine du Nord, ni vice versa. Hein. Euh, mais ils se frictionnent quand même pas mal. Ouais, je pense que c'est une haine niveau Iran, Arabie Saoudite en vrai. Pas Iran, États-Unis, clairement pas, mais Iran, Arabie Saoudite facile. Et je rappelle que c'est l'Arabie Saoudite qui a convaincu les États-Unis de faire la guerre à l'Iran, à l'aide d'Israël bien sûr. On sait déjà qu'ils vont revenir. Bon, tout le monde est content. Moi, je trouve que c'est pas ouf parce que du coup, on va se dire, ouais, il y a des pays qui reviennent, c'est bien. Sauf que du coup, il y a d'autres pays qui vont se dire, ah ben, on peut revenir nous aussi. En fait, le problème que c'est en Bulgarie, c'est ça. C'est qu'il y a tout le monde qui va se dire, ça va être moins cher et ça va être, du coup, on peut revenir. Mais non, faut pas revenir, faut boycotter les gars.
parce que c'est très 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 probable que la Hongrie revienne aussi. Perso, je sais pas. Je sais pas s'ils vont revenir. Ça m'étonnerait pas, mais à la fois, ça m'étonnerait un petit peu, parce que certes, ils ont un nouveau gouvernement pro-UE et qui a ouvertement souhaité revenir à l'Eurovision, mais ils ont un peu de temps devant eux quand même. Et je pense clairement qu'ils n'ont pas que ça à foutre, maintenant, de changer toute la team du diffuseur hongrois, qui je me rappelle plus comment il s'appelle, mais parce que du coup, là, c'est tous des pro-Orban hein, dans le diffuseur hongrois. Du coup, ça veut dire que d'abord, il faut tous le remplacer par des gens qui sont pro-Peter Magyar, le nouveau Premier ministre hongrois, pour espérer un retour. Est-ce que ça va se faire cette année? Je sais pas. Mais ça peut être l'année prochaine, par exemple. Et après, qui c'est d'autres qui va revenir? J'ai très peur que les Pays-Bas ou que la Slovénie reviennent. C'est des pays qui boycottent. Je pense que l'Espagne, c'est mort. Je pense que l'Irlande, c'est mort d'ailleurs. Ils ont confirmé qu'ils ne reviendraient pas. L'Islande, je pense que c'est mort aussi. Pays-Bas, Slovénie, j'ai peur. Parce que Pays-Bas, pourquoi Pays-Bas? Parce qu'ils ont d'autres diffuseurs que la Votros. Y compris un qui a diffusé l'Eurovision cette année. Ils pourraient absolument participer. Ils font partie de l'UR, ils peuvent participer. Ça me fait peur. Certes, ils font partie du même gros bloc qu'Avrotros, et en fait, c'est le bloc supérieur qui a dit non, on ne participe pas à Avrotros, mais du coup à l'autre diffuseur aussi. Mais l'autre diffuseur pourrait aussi désobéir et participer quand même. Je sais pas. La Slovénie ont changé de gouvernement. Maintenant, ils ont un gouvernement d'extrême droite qui est assez pro-européen pour vouloir participer à l'Eurovision, mais aussi assez pro-Israël pour faire les deux. Ils pourraient revenir. C'est pas exclu. Mais après, qui va partir? C'est ça la question. Si je devais prédire, je dirais que la Belgique, c'est ciao, au revoir. Ils alternent de diffuseurs tous les ans. Cette année, c'était RTBF, le diffuseur francophone qui est très pro-Israël. L'année prochaine, ce sera VRT, qui est anti-Israël à fond. Ils ont déjà dit qu'ils boycotteraient d'ailleurs. Ils n'ont pas annoncé officiellement s'ils vont partir ou pas, mais ils ont dit on va boycotter. Donc, clairement, pour moi, ça veut dire la Belgique, au revoir. Qui d'autre va partir? Si Israël reste et que les prix augmentent parce qu'il y a toujours l'Espagne qui boycotte, peut-être qu'on verra le Monténégro partir, ou la Roumanie, la Moldavie, l'Albanie, je sais pas, n'importe qui, n'importe quel pays des Balkans. Ce serait con, ce serait très con. Je pense que j'ai vu plein de gens dire oui, le Monténégro risque de partir. Quand même, ils sont jamais partis pour aussi peu que ça. Juste oui, ils sont pas qualifiés 2 ans d'affilée, mais bon, ça ils ont l'habitude de pas se qualifier. C'est pas ça qui compte. Certes, ils avaient une des meilleures chansons, mais ils sont pas qualifiés. Oui, ok, mais c'est déjà arrivé. Et en plus, cette année, c'est dans les Balkans. Tous ceux qui disent ouais, le Monténégro va partir, ça m'étonnerait fortement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont rater une occasion en or de participer dans une édition au Balkan? Franchement, mais ça m'étonnerait même pas que la Bosnie-Herzégovine se grouille pour payer les dettes qu'ils ont à l'Eurovision de 10 millions d'euros, à l'UR, pardon, 10 millions d'euros. Ça m'étonnerait même pas qu'ils se grouillent de faire ça avant Noël pour annoncer leur participation. Ça me choquerait pas du tout, vraiment. Euh, non, après tous les autres pays participent du coup des Balkans. Bosnie, c'est le seul pays qui manque. Euh, Après, ouais, non, la Turquie vont pas revenir, clairement pas. Hein. Y a qui d'autre? Monaco, peut-être, ils annoncent ça souvent. Après, il y a aussi la possibilité que le Canada fasse son grand début à l'Eurovision pour paraître plus européen et pour s'éloigner des États-Unis. Ils avaient déjà dit ça l'année dernière, c'est pas fait. Peut-être cette année. Et franchement, j'ai pas envie. Ils font pas partie de l'UER en vrai. Ils ont besoin d'une invitation de l'UER. Cette année, avec le prétexte des 70 ans de l'Eurovision, l'année prochaine, il n'y aura pas. Je pense pas que ça va se produire. Pareil pour le Kazakhstan, je pense pas. Notamment vu qu'il y a Eurovision Asie. Et après, je pense pas qu'il y ait d'autres pays qui boycottent ou qui quittent pour d'autres raisons. Peut-être le Portugal boycotte, je sais pas. Ou la Norvège, s'il faut, un autre pays nordique va peut-être partir. Et ça ferait peut-être vous changer les avis à l'UER. Parce que certes, les pays nordiques sont pas ceux qui coûtent qui ramènent le plus à l'UER. Ils sont quand même assez importants culturellement pour eux. Donc, on sait pas. Voilà. C'était mon résumé de Eurovision 2026. C'était long. Mais il est 20h14. Normalement, ça fait 45 minutes que j'ai fini d'enregistrer. Je me suis laissé dépasser encore. Bon, c'est pas grave. Euh, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous là qui regardez cette vidéo, qui êtes toujours là. Il y aura plus personne. Là, il y a plus personne qui me regarde. Je sais que je parle à un mur, mais c'est ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tenais quand même à la faire. Encore une fois pour dire, en fait, mon message final serait ça. Soit Israël ne gagne jamais l'Eurovision. En fait, il y a plein de possibilités. Soit il ne gagne jamais l'Eurovision et il reste. Et là, il y a tout le monde qui se dit, ok, ça revient à la normale. Israël est toujours là, mais c'est pas grave. Il y a un éléphant dans la salle, mais c'est pas grave, on va revenir. Pire scénario. Parce que ça veut dire que tout le monde ignore le fait qu'il y ait Israël, un pays qui est en train de bombarder, de faire un génocide dans un autre pays. Tout le monde ignore ça.
Deuxième possibilité, euh, deuxième possibilité, Israël reste, mais non, je sais plus. Ah non, pardon, Israël, allez, ça va aller. Oui, Israël ne gagne pas, il y a quand même du coup un boycott, ça serait la meilleure option je pense. Qu'Israël ne gagne pas mais que tout le monde d'un seul coup miraculeusement se dise ah mais tiens mais en fait faut qu'il parte. Le moins probable, le meilleur scénario, le moins probable. Troisième scénario, Israël gagne et il reste, encore une fois, ce serait miraculeux que personne dise rien au fait qu'il gagne et que tout le monde dise ok, ben on va Israël. Ce serait le pire, ce serait le pire scénario je pense. Encore pire que celui d'avant. Enfin peut-être ex-grand, ouais. Quatrième scénario, et malheureusement, j'ai bien peur que ce soit celui que je préfère parce que c'est le plus probable. Israël gagne et tout le monde se barre parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à Israël, parce ils peuvent pas, c'est pas possible. Juste moralement, c'est pas possible. Et du coup, ils sont obligés du coup, le R est obligé de tège Israël, calme en tout cas. J'aimerais beaucoup ça. Il y a une cinquième option secrète. Cannes devient un diffuseur privé. Israël n'a plus de diffuseur public pour participer à l'Eurovision. C'est aussi une très belle alternative, mais ça serait quand même un peu sale parce que ça voudrait dire que l'UR n'aurait pas banni Israël. Il serait juste parti de même. Accidentellement, entre guillemets. Parce que ça, Netanyahu menace de faire ça depuis très longtemps, de privatiser Cannes et du coup qu'ils aient plus de diffuseurs publics mais qu'ils puissent plus du coup participer à l'Eurovision. Voilà. Parce que là, je crois que la seule exception, c'est RTL, le diffuseur luxembourgeois qui est un diffuseur privé mais qui participe quand même. Il me semble. Hein. Et voilà, c'est les 5 options. J'aime beaucoup celle où Israël gagne et que tout le monde se barre. C'est la seule qui est plausible pour moi pour que le concours revienne à un état normal. Je sais que c'est fou, mais en fait, pour que ça marche, il faut qu'Israël gagne. Est-ce que ça veut dire que j'irai voter pour Israël? Non, clairement pas. Déjà parce que j'ai pas envie de donner de l'argent à France TV, le diffuseur qui a dit à l'UER non, on n'exclut pas Israël. Et du coup, c'est à cause de ça que Israël n'a pas été exclu. C'est premier erreur à cause de ça. Hein. C'est à cause de nous. C'est juste à cause de nous. Et ça m'énerve. Euh... Ouais, donc j'ai pas envie de voter pour eux pour cette raison-là. Et aussi parce que donner de l'argent à Israël, enfin, dépenser de l'argent pour Israël, non. Mais s'ils gagnent, j'avoue que j'aurais quand même un petit sourire sur mon visage parce que je me dirais, il y a une possibilité que ça détruise le concours de l'intérieur et qu'après ils se rebâtissent. Ou alors, il ne va jamais se rebâtir. Ou alors, ça va être la fin du concours. C'est possible aussi. Je dis pas, franchement, rien n'est impossible. Le fait que si Israël gagne, le concours prenne fin éternellement, c'est une réelle possibilité. Je pense que c'est pas impossible. Que tout le monde se dise on en a marre, c'est bon, ça sert à rien. Éventuellement, il y aura un autre concours du même genre qui va se former et il y a tout le monde qui va revenir là-dessus et il y a tout le monde qui va oublier l'Eurovision assez rapidement, je pense. Donc franchement, si l'Eurovision meurt, ben qu'il meurt, hein, je sais pas quoi vous dire, mais ce serait peut-être pas si mal que ça au final. Peut-être qu'on a besoin de ça, peut-être qu'on a besoin que l'Eurovision meure, même si c'est que pendant, même si ça veut dire qu'on est privé de concours pendant une année, si ils meurent et qu'ils se reconstruisent entièrement pour revenir l'année d'après, pardon, beaucoup plus fort, sans Israël, avec beaucoup plus de pays, parce que ben, le mal a été vaincu, entre guillemets, ben, ce serait beau. Moi, je pense que ce serait vraiment très beau. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon appétit, bon après-midi, bonne journée, je sais pas. Bon quelque chose, bon moment de ce qui vous reste de votre journée. Bonne nuit peut-être. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un pays sur 10. Voilà. Ou à la semaine d'après, je sais pas encore quand je ferai la prochaine vidéo. Mais voilà. Pour un pays sur 10 la prochaine fois. J'en ai marre, j'ai envie de dormir ou de faire n'importe quoi d'autre que ça. La vidéo va sortir le lundi, je pense, hein, le 25. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est juste sûr. Bye les papés.